Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la qualité du lait des petits ruminants. Je suis Caroline Brunel, je suis agronome et conseillère provinciale en production laitière caprine et ovine. Je travaille pour Lactanet, qui est le réseau canadien pour l'excellence laitière. Tout d'abord, je voulais remercier le comité organisateur de l'événement, ainsi que nos partenaires, le réseau AgriConseil, Lactanet, le CEPOC et le MAPAC. Tout au long de la présentation, je vous invite à noter vos questions dans la section Q&R. Certaines questions vont pouvoir être posées à la fin des différents modules. Les autres questions vont être posées à la fin de la conférence. Le webinaire est présentement enregistré, alors vous aurez accès à la captation suite à la conférence. Ne vous inquiétez pas si vous en manquez un petit bout. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir M. Jean-Louis Poulet, qui nous offre une conférence intitulée Pour une traite de qualité des petits ruminants laitiers. Monsieur Poulet a œuvré pendant plus de 10 ans comme conseiller traite en Haute-Normandie et depuis 2012, il est responsable de projets en recherche et développement sur la traite à l'Institut de l'élevage en France. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier de son expertise. Alors, Monsieur Poulet, je vous invite à partager votre écran et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer de vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Non, non, pas encore. Est-ce que c'est juste décalage? Alors, j'ai un message qui me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, je ne peux pas partager mon écran, en fait. Vous allez pouvoir partager votre écran dès maintenant. D'accord, oui, effectivement. Il me donne la main sur le partage d'écran. Donc voilà, normalement, vous voyez mon diaporama. Oui, ça fonctionne. D'accord, très bien. Écoutez, merci de me donner l'opportunité de vous parler de traite des petits ruminants laitiers. Quand on dit petits ruminants laitiers, on parlera donc de caprins et d'ovins. Alors, vous verrez sur les diaporamas, je ne vais pas systématiquement parler et de l'un et de l'autre. Je prendrai bien souvent des exemples ou de l'un ou de l'autre. Par contre, sur certaines diapos, je vous donnerai quelques informations sur les points de similarité et inversement les différences qu'il peut y avoir entre les deux espèces. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de fonctionner en 5 temps. Un premier temps, on va parler de traite de qualité, ce qui nous importe aujourd'hui. On prendra ensuite un moment sur chacun des éléments du triptyque de la traite qu'on va évoquer juste dans les minutes qui suivent. On parlera de la connaissance du troupeau, on parlera de la maîtrise de l'installation de traite et on finira sur les pratiques de traite adaptées à une traite de qualité. Et enfin, on finalisera la présentation sur un détail sur nos contrôles machines à traire et nos audits de traite au niveau français. J'imagine que pour bonne partie d'entre eux, il y a des similitudes avec ce que vous avez au niveau du Québec. Alors, vous allez voir, après chacune des parties ou pendant chacune des parties, vous allez avoir des petites questions interactives qui vont nous permettre de faire un petit lien entre vous et moi pour que je puisse m'assurer que vous suiviez bien et qu'il n'y ait pas de point d'ombre sur ce que je vais pouvoir évoquer. Alors, quand on dit vers une traite de qualité, il faut déjà essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle traite de qualité. Donc déjà, d'ores et déjà, dès cette diapo, je vais vous demander de participer à ce petit questionnaire pour me dire qu'est-ce qui, d'après vous, est une traite de qualité. Est-ce que c'est une traite rapide? Est-ce que c'est une traite complète? Est-ce que c'est une traite asymptomatique? Est-ce que c'est une traite automatisée? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, il peut y avoir plusieurs réponses. Et pour définir un petit peu, quand je parle d'asymptomatique, ça veut dire une traite qui ne va pas pénaliser la mamelle et qui va conserver l'intégrité des trayons. Je vous laisse quelques petites secondes pour répondre à cette question.
Donc, je pense qu'on va pouvoir regarder les réponses. Alors, je vois que, en grande majorité, vous avez répondu traite complète et traite asymptomatique. Quelques-uns d'entre vous ont quand même mentionné la notion d'automatisation. Par contre, personne n'a répondu traite rapide. Alors, quand on parle de qualité, très clairement, on est dans le relatif. La qualité pour les uns et pour les autres n'est pas forcément la même notion. Il n'empêche qu'on a quand même quelques définitions qui existent pour beaucoup de thématiques, mais aussi pour la thématique de la traite. Et la traite de qualité a été définie par la FIL, qui est la Fédération internationale de laiterie, en 2012, avec un terme anglo-saxon qui est Johnson Milking. Et pour la FIL, mais pour moi aussi d'ailleurs, on est plusieurs à partager cette définition-là, une traite de qualité est complète, rapide et asymptomatique. Alors, automatiser, quelque part, ça peut participer à ces éléments-là, mais on est bien sur ces 3 dimensions. Tout simplement parce qu'on a besoin de vidanger la mamelle pour récolter un maximum de lait qui va être valorisé par la suite. Mais par contre, à côté de ça, il faut faire attention, il ne faut jamais aller dans l'excès. La complétude, certes, mais il ne faut pas aller vers la surtraite. On va voir tout à l'heure pourquoi. C'est une traite qui est aussi rapide pour limiter la pénibilité pour le trayeur et pour les animaux. Il ne faut pas oublier d'ailleurs la dimension animale parce qu'une bête qui va tenir debout sur ses aplombs pendant 1 heure, 2 heures, parfois attendre dans l'aire d'attente avant de passer à la traite, ça va commencer à devenir pénible pour elle. Donc, il faut penser à cette dimension-là. Et puis, asymptomatique, bien sûr, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où on a des aspirations à du bien-être pour les animaux. Il faut que les trayons ne soient pas trop maltraités pendant la traite et notamment qu'on ne compromette pas les traites suivantes. Il ne faut pas oublier que la traite, c'est normalement 2 fois par jour la plupart du temps, un certain nombre de jours dans l'année, parfois toute l'année pour certains animaux. Et il faut vraiment que les trayons soient en capacité d'une traite sur l'autre. Donc, quand on parle d'asymptomatique, il faut bien retenir ça, c'est pas d'atteinte à l'intégrité et à la santé de la mamelle. Alors, ce qu'on entend par intégrité, c'est les trayons qui ne sont pas abîmés. Et bien sûr, dégradation de la santé mammaire, ce n'est pas de cellules, pas de mammites ou de choses de ce type-là. Alors, ça, c'est la définition qui est classiquement partagée aujourd'hui, en tout cas de plus en plus. C'est vrai que la notion d'automatisation peut participer à certains de ces éléments, notamment la possibilité d'avoir des traites avec de la communication d'une certaine façon, où on a un retour d'information de ce qui se passe au moment de la traite pour pouvoir moduler, adapter les pratiques ou les réglages pour que la traite soit plus propice à un maintien du bien-être de l'animal, par exemple. Et puis, ça peut aussi parfois être une possibilité de soulager l'éleveur de certaines tâches. Alors, ça peut être la dépose des faisceaux trayeurs, ça peut être l'hygiène de traite. Donc, l'automatisation de la traite peut participer à la traite de qualité, mais ce n'est pas autosuffisant. Donc, quand on parle de traite de qualité, si vous avez commencé à voir ce qui est évoqué sur la diapo précédente, on est vraiment dans une logique de se dire que la traite, ce n'est pas que le matériel. C'est bien sûr un animal qu'on va traire, un animal dont on va essayer de récupérer le lait de la façon la plus judicieuse possible. Donc là, vous avez une photo de brebis, mais c'est la même chose pour les chèvres, ça serait la même chose aussi pour les brebis, pour les vaches, pour les bufflonnes, toute femelle laitière. C'est bien sûr un animal sur lequel on va intervenir. De plus en plus avec de la traite mécanique, même s'il reste encore de la traite manuelle, la grande majorité des installations sont aujourd'hui mécaniques. Et même dans des situations comme en bovin, on a de la traite robotisée, on a toujours l'intervention de l'humain, alors qui va positionner les faisceaux sur les mamelles en traite des petits ruminants, mais qui va aussi paramétrer l'installation de traite quand on est sur la traite robotisée ou même de la traite mécanique classique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi une 4e dimension, qu'on va peut-être moins aborder aujourd'hui parce que c'est plutôt une dimension qui va impacter sur la qualité et la santé, c'est la contextualisation de ce triptyque, ce qui va faire que vous prenez les mêmes animaux, les mêmes machines et le même trayeur, vous les positionnez dans des contextes différents, par exemple ici en France ou chez vous au Québec, et vous n'allez pas forcément avoir les mêmes résultats parce que le microbisme ambiant n'est pas forcément le même, les habitudes de travail ne sont pas forcément les mêmes, et c'est ce qui va faire qu'on a comme tout intérêt à certes bien connaître ces animaux, bien connaître ces machines, bien connaître ces pratiques de traite, c'est ce qu'on va développer par la suite, mais il faudrait aussi aller encore plus loin et essayer de faire un audit assez sérieux au niveau du contexte. Et enfin, quelque chose qui est de plus en plus important à prendre en compte,
c'est le fait que ces différents éléments sont en interaction, et notamment pour orienter les pratiques, orienter les fonctionnements vers ce qu'on appelle de plus en plus communément le One Welfare. Alors, le One Welfare, ce n'est pas forcément qu'un mot en l'air, c'est cette notion de bien-être réciproque, de situation win-win, gagnant-gagnant en termes de bien-être, qui part de cette notion de traite de qualité qu'on a évoquée à l'instant, donc traite complète, rapide et asymptomatique. Pourquoi cette volonté d'avoir une traite de qualité? Pour avoir une santé de mamelle préservée. Ça, c'est une chose, notamment parce que ça concourt à un bien-être des animaux à la traite, et des animaux qui vont être dans une situation de bien-être avec des mamelles préservées. Ça va être des trayons d'autant plus faciles à traire, parce qu'on ne va pas avoir de coupures, on ne va pas avoir d'œdème, de congestion qui vont complexifier les manipulations sur les trayons. Et puis, ça va être aussi des animaux qui sont coopératifs. Alors, c'est un petit peu moins crucial en petits ruminants, puisque le lait descend plus facilement, mais il n'empêche que moins ils vont bouger, mieux ça va se passer. Et donc, ça n'est garanti que pour des animaux qui sont pas mal traités. Et donc, globalement, des trayons plus faciles à traire, des animaux coopératifs, ça va faire des interfaces de traite. On va voir ce que c'est que ces interfaces de traite qui vont être plus stables, moins d'entrée d'air, moins d'incidents de traite, une émission de lait optimisée parce qu'on va avoir une bonne décharge d'ocytocine. Et tout ça va concourir à la traite de qualité et ça s'auto-alimente. Et il suffit parfois d'un grain de sable à un moment donné dans cet engrenage pour que ça soit plus compliqué à maîtriser. Et globalement, c'est vrai qu'on dit souvent tel maître, tel chien. En tout cas, c'est ce qui se dit au niveau français, mais j'imagine que ça existe aussi dans d'autres pays, dans d'autres langues. Mais il y a un lien assez fort entre les animaux et leurs propriétaires, et l'un et l'autre se calent plus ou moins en fonction du fonctionnement de l'autre partie. Donc, c'est vrai qu'un éleveur calme, en général, on va avoir un troupeau calme, et le troupeau calme va faire que l'éleveur va garder aussi son calme. Inversement, si on a un éleveur qui commence à s'agacer, à taper sur ses animaux parce que soit ça n'avance pas, soit ça bouge trop, quelque part, ça va s'auto-alimenter et ça va devenir une spirale inversement néfaste pour le bon déroulement de la traite. Donc, globalement, il faut que tout le monde en ressorte gagnant-gagnant. Et c'est là où on se dit que, tout à l'heure, on a dit qu'une traite de qualité, c'est une traite rapide, mais il ne faut pas non plus aller trop vite. Parce que parfois, à vouloir aller trop vite, on va accélérer les choses et on va passer trop peu de temps sur des choses importantes. Et le fait de bâcler certaines étapes va faire qu'on va perdre du temps sur d'autres étapes qui sont consécutives. Donc, il faut savoir passer le temps nécessaire au bon moment pour que les choses se passent bien. Et c'est pour ça que de plus en plus, je suis amené à dire que pour avoir une traite rapide, il ne faut pas forcément chercher à être rapide soi-même ou que le matériel très vite. Par contre, il faut plutôt chercher à avoir une traite de qualité qui va faire que globalement, tout va bien se passer et on ne perdra pas de temps à faire des choses soit inutiles, soit mal réfléchies, soit qui vont avoir un impact direct ou indirect qui n'est pas celui qui est attendu. Donc, vous le voyez, sur ce cercle, on peut aussi reporter les dimensions animales, donc, sur toute cette partie liée à la mamelle et liée au bien-être de l'animal. On peut reporter le trayeur sur ces interfaces plus faciles à utiliser, donc une traite qui va être plus agréable pour l'humain. Et on peut même reporter le matériel. Alors, bien sûr, on ne va pas parler de bien-être pour la machine, hein, on n'est pas encore à ce stade-là, mais il n'empêche qu'on va avoir un matériel qui va être dans une situation de fonctionnement qui va lui être favorable. On va éviter, par exemple, de saturer le matériel, on va éviter d'être dans des contextes où le matériel ne va pas pouvoir s'adapter et on va avoir des soucis et des incidents de traite. Donc voilà, ça c'était la première série de diapos. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là sur la traite de qualité, sur cette notion de One Welfare. Pour le moment, ça va. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc de toute façon, on va y revenir parce que vous allez voir que ça, c'est un peu la pierre angulaire sur laquelle on s'appuie pour construire la suite du diaporama. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a un triptyque. Premier élément du triptyque, et il est fondamental puisque c'est là que vient le lait d'une certaine façon, c'est l'animal. Donc, pour avoir une traite de qualité, pour bien traire, il faut déjà connaître son troupeau. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà bénéficié du webinaire qui avait été déployé par ma collègue René de Crémou, qui a dû passer pas mal de temps sur l'anatomie et la physiologie de la lactation. Je vais juste reprendre quelques éléments pour être sûr qu'on est bien tous sur le même niveau de connaissance et pour réappuyer d'une certaine façon là où ça fait mal.
quand on regarde une mamelle de brebis, mais c'est un peu la même chose pour une mamelle de chèvre, en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'assez complexe de par sa constitution et de par son fonctionnement. Il faut avoir compris ce fonctionnement pour derrière avoir des pratiques de traite et des réglages de matériel qui soient appropriés. Alors, si on prend cette mamelle de brebis, c'est une photo d'un de mes collègues qui est Pierre Guimarnet, qui est un spécialiste de la physiologie, on s'aperçoit qu'en dehors des trayons qu'on reconnaît de chaque côté, on a au milieu une glande avec tout un tas de cavités. Globalement, ça nous amène à dire qu'une mamelle, c'est quoi? C'est une partie de production, donc là où le lait va être sécrété, va être produit par l'organisme d'une certaine façon. On va voir aussi à côté de ça une partie de stockage, puisqu'on n'a pas ou un petit ou un matériel qui est connecté en direct et en systématique sur les trayons. Et à côté de cette zone de stockage, on va avoir quelque part, d'une certaine façon, deux zones de distribution qui sont les deux trayons. Et donc, en fait, il faut avoir ça en tête pour se dire que ce lait qui est produit, on va pouvoir en récupérer facilement une partie. Ça va être toute la partie qui va être stockée, puisque derrière, toutes ces alvéoles de stockage, toutes ces citernes sont en communication avec l'extérieur de par le sphincter. Mais il y a aussi une partie qui est dans cette zone de production qui va descendre dans certaines conditions, et ces conditions ne sont favorables que dans certains contextes, avec des animaux qui sont dans un état de bien-être préservé et qui vont être plutôt enclins à donner leur lait facilement. Et inversement, il y a des situations de stress qui vont complexifier les choses. Alors justement, ça c'est un schéma que vous avez peut-être déjà vu. Globalement, on compte sur une synthèse de lait en quantité et en qualité acceptable, un stockage alvéolaire qui soit efficace et qui nous permette éventuellement de jouer un peu de modularité d'une certaine façon sur les fréquences de traite ou sur la façon dont on va pouvoir gérer la traite pour chaque animal. Mais on le voit bien, à un moment donné, il y a quand même une certaine bonne volonté de l'animal à donner son lait de par la décharge d'ocytocine qui va se faire et qui va permettre que ce lait stocké haut dans la mamelle redescende progressivement et pour qu'on puisse le récupérer au niveau du canal de Treillon. Donc ça, c'est un signal positif quand tout va bien, quand cette ocytocine va avoir une décharge, enfin, va avoir une action efficace, va venir comprimer les cellules alvéolaires et va envoyer le lait vers les canaux, puis vers les citernes. Malheureusement, parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'un animal stressé va décharger de l'adrénaline qui va venir complexifier l'action de l'ocytocine et donc on ne va pas être en capacité à récupérer tout le lait qui normalement aurait pu être donné. Donc c'est pour ça que globalement, on parlait tout à l'heure de One Welfare, on a quand même tout intérêt à ce que la traite se passe bien pour pouvoir récupérer la grande majorité du lait. Alors, ce lait, il ne faut pas imaginer que même si, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a une bonne partie qui est disponible au niveau de la mamelle, dans toute cette zone de stockage et une petite partie de stockage aussi dans les trayons. Il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui arrive comme ça à 100% tout de suite. Il y a quand même une certaine latence en début de traite, puisqu'il y a le temps de pause. Et puis, il y a aussi le temps derrière que le sphincter s'ouvre jusqu'à son diamètre maximum. Et ce qui va faire que quand on suit les débits d'émission du lait, en fait, on voit ce type de cinétique. Alors ça, c'est une cinétique qui est plutôt bonne. Hein. On en a des plus compliquées en fonction de l'ouverture du sphincter, en fonction de la qualité de la décharge d'ocytocine. Mais globalement, on a un petit temps de latence, le temps que les gobelets soient posés, et le temps aussi que ce sphincter s'ouvre et que les situations soient favorables pour que ça se passe correctement. On arrive après, normalement, assez rapidement à un débit maximal, où le lait va être donné à son débit le plus élevé. On va vidanger la mamelle et progressivement, on va commencer à tarir la production et puis le débit va aller décrescendo jusqu'au moment où on va déposer. Alors, la dépose, soit elle est automatisée, soit avec un suivi du débit, principalement en caprin, en tout cas au niveau français, soit ça peut être de la temporisation, ça c'est plutôt la situation en brebis, en tout cas sur notre territoire, et puis il peut y avoir encore des situations de dépose manuelle. Donc globalement, voilà comment ça se passe en termes de variation du débit, si on prend l'évolution dans le temps. Alors ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le déroulement de la traite, mais aussi sur le comportement du matériel de traite. Parce que vous imaginez bien que pour une machine à traire, ça va bien se passer si le niveau de débit est relativement restreint.
Et par contre, quand on va monter à des niveaux de débit plus importants, ça va commencer à devenir un peu plus particulier, avec des pertes de charge qui vont être engendrées par cette circulation de liquide. C'est normal, hein. Là où le liquide prend la place, l'air circule moins facilement. Donc ça, c'est, on va dire, la cinétique de base qu'il faut avoir en tête, à savoir que le lait vient progressivement, arrive à son débit maximal, puis après, on a un débit qui redescend crescendo. Donc, il y a des choses qu'on utilise assez régulièrement et qu'il faut essayer d'avoir en tête aussi au niveau des élevages. C'est quel est le débit moyen, sur lequel, en général, on va avoir tendance à régler les paramètres du matériel de traite, d'ailleurs. Mais il faut aussi avoir en tête, quand on utilise ce débit moyen, le débit maximum, parce que c'est vrai que tous les animaux ne vont pas être à la traite exactement en même temps, mais si on a des cadences de traite relativement élevées, il se peut qu'on en ait un certain nombre, et d'autant plus qu'on est rapide à poser, qui vont être à leur débit maximum. Donc, ce qui peut faire que sur certains matériels, même si normalement, ça devrait passer sur un débit moyen qui a été calculé en amont, parfois, dans certaines situations, peut-être à certains moments de l'année, ça va être un peu plus compliqué parce que trop d'animaux vont être à leur débit maximum en même temps. Donc, on va saturer temporairement le circuit de lait et il se peut qu'à certains moments de la traite, on voit des conditions de traite qui se dégradent et puis qui vont s'arranger à un autre moment et que parfois, ça fait le balancier entre une situation où ça ne se passe pas trop mal et des situations où c'est un peu plus compliqué. Donc, ce n'est pas anormal, mais du coup, c'est là où il faut connaître au moins le débit de ces animaux et là, le débit moyen, mais c'est quand même intéressant d'avoir une notion de débit maximum en instantané pour ces animaux. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure de dépose automatique, hein. C'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête parce que les animaux qu'on va être en train de traire vont être plus ou moins facilement gérés en fonction du type de dépose qu'on utilise. Alors, la dépose automatique avec temporisation, c'est quoi? C'est très simple. On dit il y a tel temps alloué à la traite et, par exemple, mettons que c'est 2 minutes. Au bout de 2 minutes, traite finie ou pas finie, on coupe le vide, la traite s'arrête. Donc, dans cette situation-là, la traite va être normalement très homogène pour tous les animaux. Par contre, on peut très bien avoir des situations où les animaux vont être sous-traits, alors qu'à côté de ça, d'autres animaux vont être en surtraite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même niveau de production et ils n'ont pas forcément non plus les mêmes cinétiques d'émission du lait. Donc, c'est un système qui est relativement simple, avec quelques paramétrages possibles sur la durée de traite, mais relativement délicat à gérer si on a des troupeaux assez hétérogènes. Donc là, dans ces situations-là, si on veut garder ce type de matériel-là, il faut plutôt travailler sur la génétique et sur l'homogénéité du troupeau. Deuxième possibilité qu'on commence à retrouver pas mal en caprin chez nous, qu'on commence aussi à trouver en ovin, c'est la dépose automatique débimétrique. C'est quoi en fait? C'est un matériel, un automate, qui va suivre l'évolution du débit, donc qui va se caler sur ces cinétiques d'émission du lait qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, et puis qui va regarder à quel moment le débit passe en dessous d'un seuil qui est qualifié seuil de fin de traite. Et à partir du moment où le débit passe en dessous de ce seuil, on va engager ce qu'on appelle une temporisation finale. On va engager tout un tas de processus. On va regarder si le débit ne réaugmente pas. On va laisser le temps au dispositif de couper le vide, que le vide diminue un petit peu dans le faisceau trayeur avant que soit le faisceau tombe au sol, ça c'est la plupart des situations, parce qu'on n'a pas forcément de vérin de dépose des faisceaux, soit dans des installations un peu plus avancées, on a un vérin qui remonte et qui évite que le faisceau tombe au sol et qu'il se salisse volontairement. Alors, dans ces situations-là, on peut se caler très finement sur la cinétique de l'animal, c'est-à-dire que si on a un animal qui est un peu plus long à traire, l'automate va s'adapter d'une certaine façon. Par contre, on a vu, de par des travaux qu'on a conduits, que c'est un matériel qui s'adapte d'autant plus facilement qu'on a des cinétiques de ce type-là, on va dire plutôt carrés ou plutôt angulaires, avec un débit qui monte très, très vite, un plateau relativement élevé, et puis de l'autre côté aussi un débit qui va décroître de façon assez linéaire. Et inversement, sur des cinétiques qui vont à peine dépasser le seuil ou alors qui vont naviguer autour du seuil, on peut avoir des fins de traite qui sont un peu plus compliquées. Et il nous arrive, en tout cas au niveau français, mais j'imagine que ça doit être aussi le cas par ailleurs, de se retrouver avec des situations de surtraite. Alors, surtraite, on va en parler tout à l'heure, mais des situations de surtraite où on va traire trop longtemps, même avec des déposes automatiques débimétriques, tout simplement parce que les cinétiques ne sont pas optimales et puis parfois, les matériels n'ont pas été réglés en conséquence.
Et enfin, malheureusement, il y a toutes ces situations que j'évoquais à l'instant où la fin de traite n'est pas maîtrisée, soit parce que l'automatisme ne fonctionne pas, soit parce que l'observation n'est pas bonne, parce qu'on a l'esprit qui dérive vers d'autres occupations. Et puis, on peut arriver dans des situations dites de surtraite, où on a déjà dépassé le seuil depuis un petit moment, et puis la traite continue. Alors, ça peut être lié à tout un tas de choses. Ça peut être un défaut de repérage du débit. On s'est aperçu en faisant des suivis de fonctionnement des poses automatiques que ça arrive dans bien trop de cas. Mais c'est aussi, et c'est là où on revient à la dimension animale, cette fin de traite, elle peut être mal maîtrisée tout simplement parce que la morphologie de la mamelle, mais surtout le type d'émission de lait des animaux n'est pas connu, n'est pas maîtrisé. Et du coup, le matériel n'a pas été adapté en conséquence. À savoir que le seuil de surtraite est trop bas. Enfin, en tout cas, le seuil de fin de traite est trop bas. Et on n'a pas pris l'initiative de le remonter, notamment de le changer par rapport à son réglage sortie usine. Alors, il faut savoir que, malheureusement, et volontairement, je dis que c'est malheureux, comme pas mal des matériels de traite qui sont proposés sur le marché sont à la base issus de la traite bovine, ont été adaptés à la traite des petits ruminants, mais parfois avec une adaptation qui est tout juste limite. Et notamment pour la dépose automatique sur certains matériels, on s'aperçoit que c'est tout à fait ça. On est réglé sur un fonctionnement bovin auquel on enlevait quelques pourcents, en se disant que la chèvre ou la brebis, c'est une petite vache, qui n'est pas du tout vrai, ce n'est pas les mêmes mamelles, ce n'est pas les mêmes physiologies. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça s'est fait. Et il faut absolument installer du matériel, mais derrière, regarder si ça donne satisfaction sur l'élevage en fonction de ce que sont les animaux de l'élevage et de leur fonctionnement. C'est vrai qu'il y a des fonctionnements des chèvres et des brebis qui sont bien différents des fonctionnements des vaches, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, en fonction des contextes, il y a aussi des fonctionnements qui sont différents d'une exploitation à une autre. Alors, ça peut être des effets race, ça peut être des effets génétiques, ça peut être des effets de niveau de production, ça peut être des effets alimentation, ça peut être tout un tas d'autres effets qui va faire que, on va dire, d'une certaine façon, une chèvre ne fait pas l'autre et une brebis ne fait pas l'autre. Donc voilà, très rapidement, quelques éléments autour de l'animal. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça? Oui, on avait une question. Oui. La question, c'est est-ce que l'ocytocine agit au même moment et de la même façon pour les brebis et les chèvres? Alors, en fait, c'est même un peu plus compliqué que ça. C'est différent, surtout d'une race à une autre. Et en fait, on a aussi une répartition du lait dans la mamelle qui est différente d'une espèce à une autre, mais aussi d'une race à une autre. Globalement, ce qu'il faut en retenir, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu sur nos chèvres et nos brebis, c'est qu'au niveau des chèvres, on a une grande majorité du lait qui est disponible au niveau des citernes. Donc, il suffit d'ouvrir le sphincter pour récupérer le lait. Et en général, on est sur quelque chose qui s'approche des 60% de lait stocké dans les citernes et 40% de lait qui reste dans les alvéoles. Et donc, il faut faire descendre par l'ocytocine. Là où en brebis, a priori, on a l'air d'être quasiment sur du moitié-moitié. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette différence par rapport au bovin, où là, on est sur l'inverse, on est sur 60% du lait qui est dans les alvéoles et 40% qui est dans la citerne. Donc, il faut quand même une bonne charge d'ocytocine pour que les 60% de lait qui restent en haut descendent. Sur les chèvres et les brebis, on a un petit peu moins besoin de ça. On a moins besoin de la stimulation tactile, comme sur les vaches, où il faut préparer le treillon pour que ça puisse donner, pour que le lait descende facilement. Sur les petits ruminants, on a moins besoin de ça. Et en plus, ça coïncide plus ou moins avec le fait qu'on a moins besoin de préparation de la mamelle pour des questions d'hygiène ou autres. Donc après, vous dire qui est la poule, qui est l'œuf, c'est un peu compliqué. Hein. C'est plus une question de physiologie, voire de santé mammaire. Mais globalement, les deux sont liés. On s'aperçoit qu'on a besoin d'un petit peu moins de stimulation pour que le lait arrive. Et donc, du coup, l'action de l'ocytocine, il est un peu plus sur la continuité, un petit peu moins à la traite. Mais globalement, il faut quand même que cette ocytocine soit délivrée pour qu'on puisse bien vidanger la mamelle. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Une traite complète, bien vidanger la mamelle, ce n'est pas forcément récupérer non plus 100% du lait. Il reste toujours une partie, une fraction dite alvéolaire ou dite résiduelle qui doit être laissée dans la mamelle, qui va finir par descendre pour la traite d'après. Donc, il faut récupérer, ça c'est certain, 100% du lait citernal.
Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir le récupérer. Si on ne le récupère pas, c'est qu'il y a un problème d'œdème, de congestion. Donc, vous allez avoir un trayon qui va gonfler sur l'extérieur, mais il va aussi gonfler à l'intérieur. Donc, il va venir obturer le canal du trayon. Et normalement, on essaye de récupérer une bonne majorité du lait qui est dans les alvéoles, mais jamais 100%. Merci. On a une autre question aussi. Oui. Quel est le seuil de surtraite optimal en grammes par minute? Alors, il n'y a pas de réponse dans l'absolu, dans le sens où ça varie d'un troupeau à un autre, voire éventuellement d'un animal à un autre. Alors, vous allez me dire, d'un animal à un autre, c'est difficile à gérer. Oui, je l'entends bien. Il y a pratiquement que sur la traite robotisée en bovin qu'on arrive à gérer au quartier, donc au trayon, voire à l'animal éventuellement facilement. Sur une installation de traite plus conventionnelle, il faut réussir à avoir un réglage homogène sur tous les postes. Ça, c'est clair. Au niveau du matériel de traite, il faut que tous les postes de traite puissent traire de la même façon. Et on essaye d'avoir un réglage qui soit le plus proche possible de la moyenne troupeau ou de la médiane du troupeau. Donc, il faut déjà connaître son troupeau pour pouvoir impacter sur régler finement le réglage de la fin de traite. Après, globalement, plus les cinétiques, comme je disais tout à l'heure, vont être propres, plus les débits vont être élevés, plus les fins de traite vont être brutales, mais alors brutales dans le bon sens du terme, et plus on va pouvoir se permettre de monter en termes de réglage de fin de traite. On peut monter parfois sur certains troupeaux aux alentours de 400 grammes minute sans que ça pose trop de problèmes. Après, globalement, on a l'air de voir des réglages plutôt aux alentours de 200 grammes minute en termes de seuil de fin de traite. Et sur d'autres troupeaux, on pourrait éventuellement avoir un réglage un peu plus tardif parce qu'on a des cinétiques un peu plus plates avec des débits un peu moins élevés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est aussi une combinaison entre un débit de fin de traite et une temporisation de fin de traite. Parce qu'on a besoin d'avoir donc un repérage du débit auquel on en est au moment où on va déposer, où on souhaite déposer. Et je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un temps qui se passe là derrière, qui va permettre au matériel de couper le vide, ça c'est relativement rapide, mais qui va permettre aussi à ce que le vide diminue dans le faisceau trayeur pour éventuellement avoir un décrochage qui soit fait en bonne et due forme du matériel, et notamment quand il y a des vérins, pour éviter que le faisceau trayeur remonte alors qu'en fait les trayons sont encore dans le gobelet. On le voit ça parfois, des gobelets qui restent sur les mamelles, tout simplement parce que la cinétique de dépose n'a pas été la bonne. Mais c'est presque du cas par cas qu'il faudrait faire, en tout cas du troupeau par troupeau. Super, merci. On va peut-être prendre le temps d'en poser une ou deux autres si ça vous Bien sûr. convient. Oui, pas de problème. Quel est votre objectif de seuil de lait résiduel pour la dépose? Alors, le lait résiduel, là, c'est pareil, mais vous allez voir que pour beaucoup de choses, je vais avoir tendance à avoir une réponse qu'on appelle une réponse de Normand ici au niveau national. C'est ça dépend. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, ça dépend de sa façon de fonctionner. Et notamment, c'est d'autant plus vrai sur des chèvres où on a une forte capacité citernale, donc on peut stocker du lait. Et dans ces cas-là, on va récupérer ce qu'il est logique de récupérer de par sa façon de fonctionner. Et puis, on peut laisser ce qu'on n'a pas réussi à traire pour la traite suivante. C'est ce qui fait que certains élevages chez nous, mais j'imagine que ça doit être aussi le cas chez vous, fonctionnent en monotraite. On a même fait des essais où des chèvres qui étaient traites 2 fois par jour, on les a passés en une seule traite pour voir comment les cinétiques d'émission du lait évoluaient. Et on s'est aperçu que ça leur faisait ni chaud ni froid parce qu'elles avaient cette capacité de stockage citernal qui fait que, quelque part, on les sous-traite d'autant plus facilement, alors que sur une vache, par exemple, c'est quelque chose qui est un peu plus délicat. Donc, globalement, le lait résiduel, dans certaines publications, on dit que c'est entre 5 et 10% du lait qui est potentiellement disponible si jamais on fait tout pour pouvoir récupérer le lait qui est dans la mamelle. On va dire que c'est 10% que la mamelle pourrait produire, mais qu'il ne faut pas aller chercher, il faut essayer de les respecter. Parce que pour aller les chercher, c'est soit avec une intervention quasi physiologique, c'est-à-dire faire une injection d'ocytocine pour vidanger artificiellement la mamelle, soit c'est monter les niveaux de vide ou l'agressivité de la pulsation, soit très très largement allonger la traite, ou alors passer quasiment
ou systématiquement à ce qu'on appelle de la repasse ou de l'égouttage, c'est-à-dire qu'on va repositionner les faisceaux sur une mamelle où on a l'impression qu'il y a un peu de lait qui revient. Et c'est ça qui est compliqué, hein, c'est que, et pour les chèvres et pour les brebis, quand le faisceau est déposé, bien souvent, ce que les éleveurs voient, c'est une poche de lait qui se reconstitue, et notamment avec des trayons qui sont un peu sur l'avant, avec une mamelle qui est un peu sous le trayon. On a l'impression qu'on a du lait qui revient. Oui, on a du lait qui revient parce que l'ocytocine et le lait continue à descendre, mais il n'est pas nécessaire, voire même il est primordial normalement de ne pas aller chercher ce lait-là, de le laisser pour la traite suivante. On a une En autre allant le question. chercher, on est trop agressif, en tout cas au niveau de la traite. Merci. Dans les troupeaux croisés, à cause de la variabilité génétique, est-ce qu'on trouve plus de problèmes d'adaptation au moment de la dépose? Alors, pour avoir visité quelques élevages dans mon métier précédent, mais aussi actuellement dans le cadre d'essais, j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas forcément plus de problèmes ou plus de facilité en croisé ou sur des pures races, dans le sens où on voit aussi des troupeaux d'une seule race avec une hétérogénéité de mamelles qui est juste énorme. Depuis une toute petite mamelle accrochée très haut, et ça c'est notamment vrai en chèvre, hein, une mamelle très haut accrochée et puis une mamelle complètement pendante, voire avec des trayons qui parfois touchent quasiment le sol. Là, ça va être délicat, et d'une, d'aller positionner les faisceaux trayeurs, et de deux, quand on regarde la diversité de cinétique qu'on a sur ces troupeaux qui sont très hétérogènes, ben, on s'aperçoit que c'est parfois délicat de trouver et le bon matériel. J'entends par là les bons manchons qui vont permettre de traire convenablement ces trayons-là, et les bons réglages. Alors, il faut quand même faire très attention, et ça peut-être que René de Crémou vous l'a déjà dit, mais dans les travaux qu'on a conduits, on a montré que la forme extérieure de la mamelle n'est pas forcément toujours proportionnelle ou en lien direct avec la cinétique d'émission du lait. C'est-à-dire que les plus forts débits ne sont pas forcément sur les plus grosses mamelles et les plus grosses quantités de lait ne sont pas forcément sur les plus grosses mamelles non plus. Il faut faire attention, hein, ce n'est pas la partie visible de l'iceberg qui fait la totalité de ce qui se passe à la traite. On peut avoir des débits très élevés, des productions très importantes sur des petites mamelles bien accrochées qui en plus vont être faciles à traire. Donc voilà, on va dire qu'il n'y a pas forcément plus de problématiques sur des troupeaux croisés que sur des troupeaux de race. Par contre, il va y avoir des problématiques différentes sur des troupeaux homogènes d'un côté et des troupeaux très hétérogènes de l'autre. Et ça, c'est valable de toute façon, quelle que soit l'espèce laitière. Et ça va impacter sur les réglages, ça va impacter sur le choix du matériel, ça va impacter aussi sur les pratiques de traite. Merci. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue dans les questions ou vous voulez continuer votre présentation et les questions, on les prendra à la fin? On peut peut-être encore en prendre une et puis après, on gardera le reste pour la fin. Parfait. Alors, une petite dernière pour là. Quel est le temps recommandé entre la stimulation et la pause de l'unité pour l'ocytocine? Alors, la stimulation en bovin, elle existe. En caprin, elle existe relativement peu chez nous. Et en brebis, toujours chez nous, elle n'existe pas du tout. Dans le sens où, sur ces deux filières-là, on a peu, voire pas de préparation des trayons pour des questions de microbisme sur la peau des trayons. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques qu'en bovin. On n'a pas les mêmes souillures aussi, on va dire, mécaniques sur les mamelles. On a des mamelles qui sont en général un peu plus propres. Et donc, globalement, on n'a quasiment pas de stimulation des animaux chez nous. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau québécois, si vous faites effectivement cette stimulation, mais il y aura sûrement des travaux spécifiques à conduire en tant que tels, parce qu'on voit que la génétique évolue. Et en bovin, on a eu tendance pendant un moment à dire il faut quasiment préparer, brancher tout de suite chacun des animaux qu'on a préparés. Et puis petit à petit, on a évolué vers une logique qui était de dire plutôt préparer 4 animaux, 4 vaches avant de les brancher pour laisser le temps à la première qui a été préparée de faire sa décharge d'ocytocine, sachant qu'en général, l'ocytocine arrive dans la minute ou les 2 minutes qui suivent. C'est là où on est au débit maximum en termes d'ocytocine et d'efficacité maximum. Et cette ocytocine, petit à petit, va être dégradée dans l'organisme. Donc, on a quelque part une espèce de fenêtre de tir sur laquelle il faut traire de la façon la plus intensive possible, dans le sens respect de l'animal malgré tout, hein,
Mais là, en petit ruminant, en tout cas chez nous, l'absence de pratique de préparation fait que ça se passe un peu différemment. Mais c'est aussi permis par le fait que, justement, on a une grande majorité du lait qui est citernal. Donc, le temps que ce lait citernal soit évacué, on laisse le temps à ce que la position des gobelets sur le treillon, qui est l'équivalent de la tétée du petit, permette à l'ocytocine d'être sécrétée, d'arriver et de vidanger la mamelle. Donc, c'est ce qui fait que les traites sont différentes. Après, ce n'est pas exclu. Je l'ai déjà vu sur des troupeaux français, d'avoir quand même, malgré tout, ce qu'on appelle de la bimodalité. C'est-à-dire qu'on voit le lait citernal qui est récupéré, puis on voit une cinétique d'émission du lait qui s'effondre avant de reprendre, une fois que le lait alvéolaire est descendu. Parce que, justement, peut-être un déphasage de timing entre pose des faisceaux et capacité de l'animal à faire une bonne décharge de cytocine. Peut-être aussi parfois des traites trop agressives ou trop douces qui vont faire qu'on ne va pas stimuler suffisamment l'arrivée du lait. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être décevoir certains, mais il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de réponse dans l'absolu, il y a beaucoup de cas par cas. On va dire, il y a quelques grandes règles générales. On a des fourchettes dans lesquelles on sait que ça ne fonctionne pas trop mal. On a des fourchettes en dehors desquelles on sait que ça ne fonctionne plus. Mais voilà, c'est des fourchettes. Il y a rarement, on traite de réponse dans l'absolu. C'est comme quand on pose la question de quel est le bon niveau de vide pour traire. Ça va dépendre du matériel, ça va dépendre des animaux, ça va dépendre de la vision de la traite qu'on a, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et c'est même dangereux de se dire quelque part qu'on pourrait fonctionner avec des réglages très ou trop homogènes. Ou alors ça voudrait dire que toutes nos chèvres, toutes nos brebis sont toutes les mêmes, tous les matériels sont tous les mêmes, ils sont tous à la même altitude, parce que rien que l'altitude peut avoir un impact sur la façon dont fonctionne le matériel de traite. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en considération. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a un triptyque animal, machine, trayeur, mais ce triptyque, il faut bien le replacer dans un contexte particulier. Merci beaucoup. Le reste des questions, on les posera à la toute fin de la présentation. Alors, je vous Tout laisse à fait. continuer votre conférence. Alors, on a parlé de l'animal, on a commencé aussi à faire quelques digressions vers la machine et vers le trayeur. De toute façon, tout démêler et faire des parties intrinsèques où on va parler que de l'animal, que de la machine, que du trayeur, c'est compliqué. On a essayé de le faire là pour que ça soit plus simple à évoquer, mais c'est tout en interaction. Alors, pourquoi maîtriser l'installation de traite? Le terme de maîtrise est important parce qu'en fait, des installations de traite, on vient de l'évoquer à demi-mot, il y en a plusieurs, des troupeaux, il y en a une diversité. Je vous ai mis là quelques images du troupeau caprin français. On voit qu'il est sur différents territoires avec une diversité entre des gens ici en bleu qui produisent du lait volume pour faire du lait liquide d'une certaine façon et d'autres qui vont faire du fromage. Alors sur le Grand Ouest, on est beaucoup sur du lait livré. Sur l'Est et le Sud, on est plutôt sur du lait transformé. Donc, on a des attentes différentes d'un secteur à un autre. Même si dans toutes les situations, c'est bien des chèvres qu'on a en face, ça peut être même parfois les mêmes races, il n'empêche que ce n'est pas forcément toujours les mêmes attentes. En termes de matériel, on voit qu'on a aussi une diversité. Au niveau national, on a une grande majorité de traites par l'arrière, donc les animaux qui sont branchés entre les pattes arrière, donc avec un positionnement assez favorable à des animaux qui ne bougent pas trop, des situations intéressantes aussi pour le matériel de traite en termes de longueur de tuyau, etc. À côté de ça, on a quelques installations en épi, donc avec une traite des animaux par le côté. On a quelques traites rotatives aussi, plutôt sur des très gros troupeaux. C'est ce qu'on voit avec le graphique d'à côté. On voit que le nombre de chèvres moyens sur les différents types d'installations ne sont pas les mêmes. On est sur des niveaux relativement standards, aux alentours de 150 à 200 chèvres sur les traites par l'arrière et sur les traites par le côté. Et sur les installations rotatives, on est quand même sur des troupeaux plus conséquents, aux alentours de 500 et plus en termes de nombre de chèvres. Sur les réglages médians, au niveau national, on est sur des vides de traite aux alentours de 38,5 kPa, puisqu'on est sur une majorité d'installations en ligne basse. Et on est aussi sur une quasi-intégralité des installations qui fonctionnent avec des pulsations simultanées, 60 pulsations minutes.
et avec un rapport de pulsation qui est de 60-40. Alors, pour expliquer un peu ces termes-là, le vide de traite, je pense que vous le connaissez, c'est la dépression, le vide relatif qui est dans l'installation qui va permettre, et d'une, la tenue des faisceaux trayeurs, et de deux, la circulation du lait. La pulsation, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une alternance entre les phases où on va récolter le lait et l'évacuer, et des phases où on va venir couper le vide sous le trayon et le masser pour que le sang et la lymphe puissent repartir dans la circulation. Simultané, ça veut dire que les deux trayons sont soit en traite, soit en massage en même temps. 60 pulsations minutes. Alors d'ailleurs, il y a une erreur, ce n'est pas 60 pulsations minutes, autant pour moi. Pour les chefs, c'est plutôt 90 pulsations minutes en réglage standard. Donc ça veut dire que toutes les minutes, on a 90 cycles. Et ces cycles, justement, chacun d'entre eux, on a un ratio de 60% du temps où le manchon est ouvert et 40% du temps où le manchon est fermé. Donc ça, c'est la situation en caprin. En ovin, on est sur des répartitions un petit peu différentes, mais là aussi avec des situations différentes entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud du territoire. Alors, je ne vous parle pas des brebis allaitantes, mais ça peut quand même avoir un impact, puisque sur certains secteurs, on a des brebis qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'elles donnent une partie du lait à leurs agneaux et l'autre partie du lait à la traite. Donc, ça fait des fonctionnements un peu particuliers. Et on a là, par contre, une grande majorité du lait qui part à la transformation pour faire du fromage. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a aussi, et en brebis et en caprin, développement de ce qu'on appelle du hors-bassin ou du quatrième bassin, c'est-à-dire des élevages qui voient le jour dans des régions, dans des départements où historiquement ils étaient assez peu présents. Et c'est notamment le cas de la Bretagne où je me situe, où on était plutôt sur du quasiment 100% élevage bovin-lait pour ce qui est de la production laitière. Et aujourd'hui, on va arriver de plus en plus de caprins et de brebis laitières. Et là, pour les installations ovines, au niveau français, on est aussi là sur une grande majorité de traite par l'arrière, voire quasiment une exclusivité de traite par l'arrière dans certains secteurs. Quelques traites rotatives, là aussi pour des troupeaux plus conséquents, c'est le même constat que tout à l'heure. Et quelques systèmes autres, alors plutôt sur des régions avec des petits troupeaux où on fait majoritairement du fromage. On est sur des installations en ligne haute, avec un lait qui va descendre de la mamelle et qui après va remonter dans un lactoduc qui est au-dessus du plancher des... Alors on dit plancher des vaches, mais là, du coup, c'est le plancher des brebis. Et avec un vide de traite qui est aux alentours de 37 kPa, ce qui est relativement bas par rapport à une installation en ligne haute. Mais bon, on est quand même sur des faisceaux trayères qui sont plutôt légers. On est sur des manchons plutôt silicone qui ont besoin de moins de vide pour fonctionner. Et on est sur des pulsations là aussi simultanées, comme en caprin, par contre sur des fréquences de pulsation beaucoup plus élevées, qui sont quasiment au double, 180 pulsations minutes. Donc, on a d'ailleurs un signal de pulsation qui est différent. On n'a quasiment pas de plateau de pulsation en traite ou en massage. On est vraiment sur quelque chose qui est très angulaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve aussi avec des rapports de pulsation à 50-50. Ça, très clairement, les réglages qui sont évoqués là, c'est des constats. Je ne dis pas pour autant qu'on ne pourrait pas traire avec des vides plus élevés ou plus bas ou avec des pulsations plus ou moins agressives ou plus ou moins douces. Par contre, on a aussi des animaux ou des pratiques qui se sont adaptées à ça. Et si on veut revenir à des réglages autres, il faut aussi que les animaux s'adaptent, ou alors qu'on adapte les animaux à ces réglages-là, et que les pratiques de traite changent éventuellement. Parce que on voit quelques troupeaux qui fonctionnent, par exemple, en brebis, là, avec des pulsations à 150 pulsations minutes au lieu de 180. Ça peut fonctionner sur ces troupeaux-là. Par contre, vous appliquez ces réglages-là sur d'autres troupeaux, notamment des fortes productrices, et là, ça peut devenir assez vite la catastrophe. Donc, il faut faire attention, hein, c'est des constats, c'est des moyennes, c'est des médianes. Il faut regarder ce qui se passe sur chacun des élevages et regarder si les réglages et les montages sont appropriés. Alors, ce qui est constaté, avant qu'on passe à la petite partie de questions-réponses ou de QCM juste après, c'est qu'on a des installations de traite, je ne sais pas comment c'est chez vous au Québec, mais au niveau français, qui ont tendance à être un peu limites en termes de dimensionnement, en tout cas pour ce qui est de la capacité à évacuer du lait,
Par contre, on a un dimensionnement qui est de plus en plus conséquent sur le nombre de postes, et ce qui fait qu'on arrive à des situations où le matériel commence à saturer en termes de lait évacué, et où on a des trayeurs qui commencent aussi à saturer parce qu'on a un nombre de postes et donc du coup un nombre d'animaux conséquent à traire, et ça, c'est pas toujours facile à gérer pour tout le monde. Alors du coup, un petit temps où ça va être à vous de travailler. J'ai donné éventuellement quelques éléments, mais pour vous, en fonction de quoi doit-on régler l'installation de traite? Est-ce que c'est en fonction du matériel? Est-ce que c'est en fonction des animaux? Est-ce que c'est en fonction du trayeur? Est-ce que c'est pour traire vite? Ou est-ce que c'est éventuellement pour autre chose? Et là aussi, il y a la possibilité de donner plusieurs réponses. Je vous laisse quelques secondes. Donc, quand on parle de réglage, c'est réglage du vide, réglage de la pulsation, réglage de la dépose. Il y a au moins ces 3 grands types de réglage. Alors, on va voir les réponses. Alors, une grande majorité d'entre vous a répondu en fonction des animaux. Une petite partie a répondu en fonction du trayeur et une toute petite partie encore a répondu en fonction du matériel. Alors, en fait, il y avait plusieurs réponses là aussi. C'est oui, certes, en fonction des animaux, mais quelque part, ce n'est pas forcément la chose qu'on va mettre en priorité. On va régler l'installation déjà en fonction d'elle-même, c'est-à-dire en fonction du matériel qu'on va avoir en fonctionnement. Est-ce qu'on est sur des manchons trayeurs qui sont en silicone ou est-ce qu'on est sur des manchons trayeurs qui sont en caoutchouc? Ce n'est pas les mêmes réactivités de matériaux. Ils vont se fermer plus ou moins vite. Le silicone se ferme plus vite que le caoutchouc. Il y a besoin de différentiels de pression différents entre ces deux matériaux-là. Et donc, en première intention, on va régler en fonction du matériel. Il y a aussi une différence entre ligne basse et ligne haute. En ligne basse, on va avoir un lait qui va descendre majoritairement de façon gravitaire, depuis la mamelle jusqu'au lactoduc. Là où pour la ligne haute, donc avec des lactoducs qui sont placés au-dessus des animaux, le lait va descendre au départ dans le faisceau trayeur, mais après va devoir remonter par bouchon jusqu'au lactoduc. Et là, on a besoin d'une force un peu plus conséquente pour pouvoir remonter le lait, et d'autant plus avec une pulsation simultanée. On va avoir les 2 demi-mamelles qui vont donner leur lait en même temps. Donc, on règle d'abord en fonction du matériel. Par contre, là où vous avez, pour la plupart d'entre vous, raison, il faut aussi régler en fonction des animaux. Et ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Chaque troupeau est différent du troupeau du voisin, potentiellement, et on a des animaux qui se traitent plus ou moins bien. Et déjà, il y a des réglages différents entre caprins, ovins et bovins. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et enfin, on peut aussi traire en fonction des pratiques du trayeur. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais encore contrôleur machine à traire qu'il y a des éleveurs qui me disent « Oui, je sais, mon vide est un peu élevé, mais surtout, tu n'y touches pas parce qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude de fonctionner comme ça. Et quand je dis « on », c'est moi, mais aussi mes animaux. Et quelque part, si on met un niveau de vide plus bas, le lait n'arrive pas de la même façon et on ne s'organise pas de la même façon. » Et puis, pour traire plus vite, non, on va essayer de viser autre chose que la traite purement rapide. Dans le sens où, comme je le disais en début de session, quelque part, traire bien, c'est traire vite. Traire vite, ce n'est pas forcément toujours traire bien. Et c'est surtout prendre le risque d'aller vers des choses qu'on va avoir à gérer qui ne sont pas les plus amusantes. Ça va être des problèmes de traite, ça va être des mammites, ça va être des animaux qui vont ruer dans les brancards parce qu'ils en ont un petit peu marre d'être agressés à la traite. Donc, on règle bien d'abord pour le matériel, puis pour les animaux, puis pour le trayeur. Alors, pour que ça soit clair dans vos têtes sur la façon dont fonctionne la traite mécanique, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on peut y passer des jours et des jours, il faut savoir que la formation d'un contrôleur machine à traire au niveau français, c'est 5 jours, donc une semaine complète, où on parle d'anatomie, on parle de physiologie, mais on parle aussi beaucoup de la traite mécanique, comment ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que c'est deux grandes histoires. C'est une histoire de différentiel de pression et c'est une histoire de co-circulation. Alors, différentiel de pression, c'est d'ores et déjà pour avoir un vide
Alors, c'est un vide relatif, hein, ce n'est pas le vide qu'on a dans l'espace, c'est une dépression, un vide plus bas autour de la mamelle que la pression qu'il y a. Enfin, c'est une pression plus basse autour de la mamelle que la pression qu'il y a à l'intérieur de la mamelle. Et ça va faire une situation qui est un peu celle de la façon dont on traite à la main, on va comprimer le trayon et la mamelle. Et donc, ce différentiel de pression va faire que le sphincter va céder, il va s'ouvrir, et du coup, le lait va descendre. Alors, le vide, il permet aussi au faisceau trayeur de tenir sur les trayons, ça c'est clair, et notamment avec le vide qu'on a dans l'embouchure des manchons trayeurs. Et puis, il va faciliter l'écoulement du lait, même si c'est la gravité, normalement, qui fait une majorité de ce travail-là. Et puis, c'est aussi la co-circulation dont on va parler tout à l'heure. Il n'empêche que, l'image que je donne toujours, vous prenez un aspirateur, vous l'approchez d'une flaque d'eau, l'aspirateur, même s'il n'est pas fait pour, il va aspirer le liquide, parce que c'est une circulation d'air qui génère ce vide relatif et qui va faire que les liquides vont être aspirés. Alors, ce vide, il est généré par un débit d'air. On enlève l'air qui est dans l'installation. Quelque part, on fait baisser la pression interne dans la machine. Et ça, c'est la pompe à vide qui va engendrer ça. Donc, on va aspirer l'air d'un côté, on va le rejeter de l'autre. Et ce débit, en tout cas ce niveau de vide relatif, on va le stabiliser avec ce qu'on appelle la régulation, donc un régulateur de vide. Alors, il y en a plusieurs types. Aujourd'hui, c'est beaucoup des régulateurs à servocommande. On vérifie le vide d'un côté et on adapte une ouverture à géométrie variable. Quand on va avoir trop de vide, on va ouvrir. Donc, on va faire baisser le vide parce qu'on va faire entrer de l'air à pression atmosphérique. Et de l'autre côté, quand on va vouloir faire monter le vide, on va boucher cet orifice. Et du coup, le vide va avoir tendance à remonter. Alors, ce vide relatif, je vous l'ai dit à l'instant, on a besoin d'assurer un débit d'air pour que ça puisse se faire. Donc, c'est un débit qui est calculé en litres-minutes. Donc, c'est cet air qu'on va évacuer de la machine, sachant qu'il en rentre toujours, soit volontairement, soit par incident. Alors, ce qui rentre volontairement, c'est ce qu'on appelle les consommations, c'est ce qui rentre au niveau des orifices calibrés, c'est ce qui rentre au niveau du régulateur, c'est ce qui rentre au niveau de certains dispositifs où on a besoin d'avoir une entrée d'air. Et après, il y a aussi quelques anomalies. C'est ce qu'on appelle les fuites, notamment à la pose des gobelets, ça peut arriver. C'est un faisceau qui tombe, un matériel qui ne fonctionne pas correctement, un manchon trayeur, par exemple, qui va être coupé. Et donc, en fait, il faut qu'on ait systématiquement, en continu, un débit d'air assuré par la pompe à vide pour que le vide puisse toujours perdurer dans l'installation, pour aussi assurer le transport du lait, puisque c'est ce débit qui va faire la co-circulation dont on va parler juste après. Et puis, je viens de le dire à l'instant, pour compenser ces entrées d'air accidentelles. Et d'ailleurs, il y a une notion qui est ce qu'on appelle la réserve réelle, c'est-à-dire la capacité qu'a l'installation à compenser des entrées d'air diverses et variées sans que le vide soit trop chahuté. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, et ça c'est la norme, les normes de la traite qu'il mentionne, c'est que sous trayon, on a un niveau de vide qui soit le plus constant possible. Alors, il n'est pas non plus calme-plat, hein. Il y a des variations qui sont liées notamment à la pulsation, mais il doit rester dans une enveloppe attendue, une enveloppe de variation qui est liée à la pulsation, je viens de le dire, qui est liée aussi au débit de lait, mais il faut essayer d'éviter qu'il varie de plus de 2 kPa autour de cette enveloppe attendue. Donc tout ça, c'est des choses qui se calculent en fonction du matériel, en fonction des besoins. Et là, pour le coup, c'est vraiment affaire de spécialistes parce qu'il y a une multitude d'abacs, de calculs qui permettent de réfléchir le dimensionnement du matériel. Et il faut vraiment être adroit avec tout ça pour ne pas faire d'erreur. Et dans cette histoire de différentiel de pression, il y a aussi la pulsation, qui est la dernière très grosse évolution au niveau de la traite. C'est cette invention assez géniale qu'est la pulsation, qui est la possibilité de faire alterner des phases d'éjection du lait. Donc, on va permettre au lait de s'écouler et d'être évacué vers le lactoduc et puis après vers le tank, avec des phases de massage. On va couper le vide sous le trayon pour le laisser se reposer d'une certaine façon, et puis aussi permettre au sang et à la lymphe de repartir dans la circulation générale pour éviter les œdèmes et les congestions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a œdème ou congestion sur l'extérieur, c'est la même chose à l'intérieur. Donc, imaginez que votre canal de sphincter, qui était peut-être gros comme ça, derrière, il va se comprimer et le lait ne va plus pouvoir circuler. Et donc là, c'est pareil, la pulsation, c'est un différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur du manchon trayeur. Le manchon, il est inséré dans un gobelet, et entre le manchon et le gobelet, il y a ce qu'on appelle la chambre de pulsation, qui est ici entre le gobelet qui est en gris et le manchon qui est en noir.
Et donc, dans cette chambre de pulsation, soit on met le même niveau de vide que le vide qui est sous le trayon, donc que le vide de traite. Et dans ces cas-là, le manchon est à sa position d'équilibre, qui est l'ouverture. Si vous prenez un manchon que vous le sortez tout neuf de son CHE, il est ouvert, c'est sa position d'équilibre. Et pour pouvoir le refermer, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse rentrer de l'air à pression atmosphérique autour du manchon. En tout cas, dans la plupart des situations, il y a quelques systèmes atypiques. Mais la plupart du temps, c'est ça, c'est le plus simple. Et du coup, le fait que vous ayez toujours du vide sous le trayon et qu'autour, vous avez une pression plus importante, le manchon va se fermer. C'est la même chose que quand vous prenez une bouteille vide et que vous aspirez dans cette bouteille, la bouteille va s'écraser parce que justement, il y a un différentiel de pression qui va faire que ça va se fermer. Et donc, c'est ce massage qui va permettre au sang et à la lymphe de repartir dans la circulation sanguine. Et donc, ce qui fait que les gens qui font du contrôle machinatraire, ils enregistrent ces signaux de pulsation et on voit un vide dans cette chambre d'embouchure, qui est là en jaune entre le gobelet rouge et le manchon qui est en bleu. Donc, on voit une phase pendant laquelle le vide a tendance à monter. Donc, c'est la phase où le manchon il est en train de s'ouvrir. Après, un vide qui va se stabiliser, en tout cas en caprin. Je vous ai dit qu'en brebis, c'est un peu différent, mais ce n'est pas loin d'être ça aussi. Donc, on a un manchon qui est grand, ouvert, le lait s'écoule. Puis, un manchon qui va se refermer parce qu'on commence à laisser rentrer de l'air à pression atmosphérique. Donc, il va venir comprimer et se fermer. Et une phase de massage, plus ou moins longue, qui va permettre au sang et à la lymphe de recirculer. Et donc, c'est justement ces mouvements de manchon, ces phases d'ouverture et de fermeture qui vont faire que le vide va avoir tendance à varier un petit peu sous le trayon parce que justement, on a des changements de géométrie et il y a quelques vieilles règles de physique. Alors, on en oublie une bonne partie, mais celle-là, au niveau de la traite, on la garde en mémoire, qui fait qu'il y a un lien direct entre la pression, le volume et la température. C'est PV égale NRT. C'est un peu le principe de la cocotte minute. Si vous changez le volume sous le trayon, là, vous allez avoir une pression, une dépression qui va être modulée aussi en conséquence. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait un deuxième grand principe qui est la co-circulation des fluides. Dans une machine à traire, on a systématiquement de l'air et un liquide qui circulent en même temps. Donc, pendant la traite, c'est du lait et de l'air. Donc, l'air, il rentre par les orifices calibrés et le lait, il circule tout au long du circuit. Et pendant le lavage, c'est de l'air et de l'eau. Et ce qui est un peu compliqué, ce qui est un peu tordu, c'est qu'on ne veut pas la même chose en traite et en lavage. En traite, on veut que le diamètre et la pente du lactoduc permettent à ce que le lait s'écoule de façon laminaire, tranquillement, dans le bas de la canalisation. Là où, pendant le lavage, on veut tout l'inverse. On veut de la turbulence pour que les bouchons qui vont se constituer, les bouchons de solution de lavage, viennent lécher le haut de la canalisation et permettent de nettoyer toute la surface où il y a pu y avoir des éclaboussures de lait. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué, ce qui fait le charme du métier d'une certaine façon, c'est qu'il faut réussir dans la même canalisation à passer d'un écoulement laminaire pour la traite à un écoulement turbulent pour le lavage. Et donc ça, c'est des histoires de dimensionnement, donc de diamètre, la pente du lactoduc, mais c'est aussi des histoires de débit, des histoires de vitesse de circulation. Et puis, pour finir sur cette partie autour du matériel, on l'a évoqué tout à l'heure déjà en quelques mots, il y a la fin de la traite qu'il faut gérer avec un défi notable qui est de recueillir un maximum de lait tout en évitant la surtraite, en limitant aussi les tâches répétitives pour l'éleveur, mais aussi potentiellement longues pour les animaux. Donc, de plus en plus, on voit qu'on s'oriente vers de la dépose automatique, sachant qu'en plus, la surveillance de fin de traite, elle peut être perturbée par tout un tas d'autres choses, notamment par le fait qu'on n'a pas un seul animal à traiter, à gérer, à suivre. On en a tout un tas d'autres à observer et puis on peut être pris par un autre animal là où il faudrait gérer la fin de traite d'un autre. Donc, je vous l'ai dit, globalement, excusez-moi, j'ai eu un petit souci sur mon diaporama. Voilà. Globalement, il y a trois grands types de fin de traite. La fin de traite manuelle, qui est la moins chère, certes, mais aussi là où l'expérience du trayeur est le plus fortement mise à contribution. Je vous ai parlé de la temporisation. C'est un temps contraint pendant lequel la traite va se passer. Un coût qui est relativement modéré, mais par contre, peu d'adaptation à la cinétique de traite. Et puis, l'analyse du débit, le débit métrique, qui est l'automatisme le plus avancé. On peut avoir des poses très homogènes pour peu que ça soit bien monté et bien réglé et aussi bien entretenu, mais bon, c'est un peu plus coûteux.
Alors, je vous remets à contribution à ce niveau-là. Si vous avez bien suivi, vous avez déjà une bonne partie des réponses. À quoi servent les orifices calibrés, ces petits orifices calibrés là qu'on a sur les faisceaux trayeurs? Est-ce que ça sert à générer de la turbulence pendant la traite? Est-ce que ça sert à faciliter la circulation du lait? Est-ce que ça sert à stabiliser le vide sous trayon? Est-ce que ça sert au nettoyage des faisceaux trayeurs? Ou vous ne savez pas? Pareil, je vous laisse quelques secondes. Alors, toujours pareil, il peut y avoir plusieurs réponses. Alors, voilà les réponses. Globalement, une grande majorité d'entre vous, et c'est bien, vous avez suivi, a répondu que les orifices calibrés servent à stabiliser le vide sous trayon, faciliter aussi la circulation du lait pour un petit peu moins de monde, mais quand même une bonne partie de l'auditoire, à générer de la turbulence pendant la traite. Et une partie a répondu aussi, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément la chose la plus flagrante sur le matériel de traite, c'est un tout petit trou qui fait parfois moins d'1 millimètre, mais ça sert à plusieurs choses. Mais son but prioritaire, c'est de stabiliser le vide sous le trayon tout en facilitant la circulation du lait. En fait, sans cet orifice calibré, on aurait très rapidement un engorgement sous trayon et le vide serait fortement chahuté à certains moments de la traite et notamment pendant le moment où l'animal est à son débit maximum. Alors après, en dehors de ça, ça facilite aussi d'une certaine façon la turbulence pendant le nettoyage et surtout pas pendant la traite par contre. Et c'est quelque chose qui facilite d'une certaine façon le nettoyage, mais c'est vraiment à la base fait pour la traite. Alors d'ailleurs, pour vous illustrer ça, vous allez voir que cet orifice calibré, c'est quelque chose qui est vraiment microscopique, puisqu'on peut même avoir des pattes de mouche qui se mettent dedans, et qui vont faire que la traite va être beaucoup moins efficace. Et donc, il est très fortement recommandé de les surveiller régulièrement et de les déboucher quand c'est nécessaire avec un outil approprié, et pas avec un clou ou une aiguille ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, ces orifices calibrés, ils sont calibrés justement avec un diamètre bien particulier qui leur permet de laisser rentrer 4 à 8 litres minutes d'air en petits ruminants, sauf certains matériels très particuliers, mais la plupart du temps, c'est 4 à 8 litres minutes. Moins que ça, on a un défaut de circulation du lait. Plus que ça, par contre, on peut avoir des turbulences et on peut avoir aussi de la lipolyse qui peut poser problème en termes de transformation fromagère. Et justement, là, je vais vous passer une petite vidéo qu'on a fait avec une de mes collègues et qui vous montre qu'effectivement, si on n'entretient pas ces orifices calibrés, ça peut poser problème. Donc, je vais vous passer la vidéo et je reviens juste après. Ah, zut, désolé, j'ai recliqué, il n'aurait pas fallu. Voilà.
Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de son? Non, c'est pas normal. Ah, d'accord. Bon, je vais vous expliquer. En fait, je vais revenir sur certaines images qui sont plus importantes que d'autres. Donc, en fait, on explique comment ça fonctionne et notamment où ça se situe. Et vous avez vu, par contre, si vous n'avez pas eu le son, vous avez vu qu'à un moment donné, dans la simulation qui est là, voilà, je remets en route, vous avez un lait qui va refluer. Vous voyez la coloration bleue qui remonte au niveau du crayon juste à ce moment. À ce moment-là, voilà, vous avez vu que sur un cycle de pulsation, vous avez du lait qui est remonté, ou en tout cas qui est resté autour du crayon parce que vous n'avez pas eu cette rentrée d'air qui va avoir accompagné le lait et qui va permettre la stabilisation du vide sous le crayon. Donc, c'est fondamental de laisser cette possibilité à ce que la circulation du lait soit compensée par cette circulation d'air. Alors, du coup, si on va un peu plus loin dans la vidéo, ce qu'on explique aussi, c'est que ce lait qui va avoir stagné autour du crayon va se retrouver à faire baigner les flores qui sont sur la peau du crayon, qui ne sont pas forcément toujours des flores acceptables, et avec un sphincter qui va être encore ouvert, va potentiellement favoriser la remontée de micro-organismes dans la mamelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Donc, de toute façon, cette vidéo-là, elle est accessible sur notre site librement. Donc, vous pourrez la regarder à tête reposée. Désolé pour le problème de son. Je ne sais pas comment je pourrais résoudre ça. Moi, j'entends bien le son de la vidéo, mais apparemment, vous ne l'entendez pas. Alors, je passe un dernier élément important par rapport au matériel de traite, avant qu'on passe sur le trayeur. On l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure. Une machine à traire, on pense tout de suite à la traite, mais il faut aussi penser au nettoyage. Pour avoir un lait de qualité, pour avoir une mamelle en bonne santé, il faut que l'installation traite bien, mais il faut aussi qu'elle se nettoie bien. Et les deux sont liés, dans le sens où si on a une machine qui traite bien, normalement, elle se nettoie bien, et si elle se nettoie bien, elle traitera bien. Et donc, pour bien nettoyer, il faut maîtriser 4 paramètres, qu'on appelle les paramètres du tact. C'est un moyen mnémotechnique pour température, action mécanique, chimie et temps d'application, plus 2. Et le plus 2, on l'évoque depuis peu, mais c'est fondamental. Les plus 2, c'est quoi? C'est le vecteur, qui pour le nettoyage de la machine à traire, et l'eau. Il faut connaître la qualité de l'eau. Il faut essayer d'utiliser de l'eau d'une qualité raisonnable. Et puis, il faut aussi assumer la fréquence à laquelle on nettoie. Je ne sais pas comment c'est au niveau du Québec, mais au niveau de la France, on a quelques éleveurs qui essayent de limiter la fréquence d'utilisation des produits chimiques pour des problèmes de fromageabilité des laits. Mais pour ce faire, il faut quand même qu'on ait des paramètres mécaniques de température et de durée d'application qui soient maîtrisés et qu'on ait un contexte qui soit lui aussi maîtrisé. Donc, globalement, il n'y a pas de bon nettoyage sans une eau de qualité maîtrisée. C'est ces 4 paramètres qui doivent coexister, alors plus ou moins modulés l'un par rapport à l'autre. L'idée, c'est que, par exemple, si on nettoie manuellement, on va essayer d'éviter d'avoir des eaux trop chaudes. Inversement, quand c'est un nettoyage en place mécanique généré par un automate, on ne peut plus aller brosser les canalisations. Donc, du coup, on va augmenter un peu la température et peut-être augmenter un peu l'agressivité de la chimie. Mais systématiquement, ces 4 paramètres coexistent. Et je vous dirais que c'est la même chose quand vous faites la lessive ou la vaisselle. Il vous faut du produit, il vous faut un peu de température, notamment pour décoller les matières grasses. Et puis, il faut frotter un petit peu et pendant quelques temps pour que ça soit efficace. Donc, c'est les 4 paramètres du tact, sinon rien, et assumer les quelques fréquences de nettoyage typiques si elles existent. Alors, si vous le souhaitez, il y a aussi une brochure qu'on a produite autour des bonnes pratiques d'utilisation des produits de nettoyage et désinfection. Dans le cadre d'une NEPS. NEPS, c'est quoi? C'est le nettoyage en place, c'est-à-dire ce nettoyage des canalisations effectué par un automate. Mais globalement, c'est une succession de différentes phases. Une première phase où on évacue les résiduels et la grande majorité des souillures. Une phase de nettoyage chaud où on va décoller et mettre en suspension le restant. Et une phase de rinçage où on va éliminer tous les résidus.
Après, il peut y avoir quelques compléments, quelques particularités sur certains dispositifs. Mais ce qu'il faut aussi et surtout, c'est que ça soit adapté et qu'on réussisse à envoyer de la solution de lavage partout. Vous avez ici une photo d'une situation en brebis où on avait un défaut de circulation et on n'avait pas de solution de lavage qui partait au niveau du bouclage du lactoduc. Et ce qui est bien dommage dans ces situations-là, c'est qu'on fait du fromage. Par contre, je vous garantis que je n'en aurais pas mangé parce que même s'il n'y avait pas des gros problèmes de qualité, de temps en temps, il y avait des petites montées de germes dans le tank, tout simplement liées à cette problématique de circulation. Là où l'éleveur il mettait la bonne quantité de produits, il avait les bonnes températures, bah oui, mais tout ça, ça n'allait pas partout où le lait avait pu circuler. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur la partie matériel de traite? Oui, on a des questions. J'écoute. Deux questions en une. Quelles sont les meilleures installations de traite selon l'espèce, entre par l'arrière, auto, etc. Et si c'est préférable ligne haute ou ligne basse, aussi selon l'espèce. Alors ça fait partie des demandes de solutions miracles. Je connais moins bien votre contexte forcément, mais au niveau national, on a une très grande diversité dans les installations de traite utilisées par les uns et les autres. Différentes marques, mais aussi différentes configurations, ce qui me fait dire que globalement, il y a tout un tas de possibilités. Il y a aussi tout un tas de situations qui doivent donner satisfaction, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi les éleveurs les achèteraient et pourquoi ils continueraient à travailler avec. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des configurations qui sont plus ou moins agréables pour le trayeur, et il y a des configurations qui sont plus ou moins complexes à gérer. Alors, les situations les plus agréables pour le trayeur, a priori, c'est les traites par l'arrière ou les traites épis en 30 degrés. Par contre, les situations intermédiaires de traite à 50-60 degrés où les animaux sont légèrement en biais, même si vous les posez par l'arrière, on s'aperçoit qu'en termes d'ergonomie, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. On est un peu contorsionné pour aller poser les faisceaux trayeurs. C'est vrai que la traite par l'arrière en petit ruminant, ça marche pas mal. On a des faisceaux trayeurs qui, du coup, sont assez équilibrés, avec des tuyaux qui sont très courts. Une emprise au sol aussi de la salle de traite qui est tout à fait raisonnable. Ce qu'on sait aussi, c'est que même si on a une majorité d'installations en ligne haute, notamment en brebis, c'est plutôt pour des histoires de cadence et de simple équipement, c'est-à-dire qu'on a un même faisceau trayeur qu'on va utiliser sur un quai et sur le quai opposé, alternativement. Il n'empêche que la traite en ligne haute, c'est une traite un peu plus compliquée. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner. À la preuve, il y a des éleveurs qui s'en tirent très, très bien, notamment en brebis, puisque c'est l'installation qui est la plus fortement plébiscitée. Mais c'est une circulation de lait plus complexe. Et ce qui fait qu'une fois qu'on a fait le choix de la ligne haute, il y a des choix qui se suppriment d'une certaine façon. Un exemple que je vais vous donner, il y a certains matériels qui permettent de faire du contrôle de performance, du comptage de lait, qui peuvent fonctionner en ligne basse, mais qui ne sont pas agréés en ligne haute. Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une circulation par bouchon, avec des vides potentiellement qui peuvent être aussi un peu plus conséquents et qui va faire que la circulation du lait peut perturber certains matériels. Donc, il faut vraiment faire un choix et l'assumer de bout en bout. Si on veut, par exemple, travailler en ligne haute, on a aussi certains matériels de certains fabricants qui ne sont pas faits pour travailler en ligne haute et qui sont exclusifs à la ligne basse. Donc, il faut vraiment que l'ensemble soit réfléchi en fonction des tenants et des aboutissants, des avantages et des contraintes de chacune des configurations, de ce qu'on veut en faire. Et en fonction de ça, faire un choix cohérent de A à Z. Il y a des matériels qui permettent différentes choses, mais tout doit être cohérent. Un autre exemple que je vais vous donner, si vous partez sur un faisceau trayeur un peu atypique, qui va être fait plutôt pour traire vite, peut-être que vous pouvez vous le permettre parce que vous avez des pratiques de qualité, vous avez un contexte qui est plutôt sain, mais ça va vous amener comme contrainte de devoir garder cette vitesse de lait du début à la fin. Donc, il va falloir que vous dimensionnez éventuellement le compteur à lait ou le capteur de débit en conséquence pour qu'il ne freine pas le lait. Et il va falloir aussi dimensionner le lactoduc pour qu'il puisse prendre en charge ce lait que vous allez extraire rapidement. Et potentiellement, parfois, soit vos pratiques vont générer ces débits rapides, soit inversement, vous allez vous adapter à ces vitesses d'éjection du lait un peu élevées pour ne pas trop pénaliser votre matériel, c'est-à-dire ne pas aller trop vite, là où le matériel fait déjà tout pour que ça aille vite. Au bout d'un moment, il faut que ça soit en cohérence tout ça. Hein.
C'est un animal, une machine et un trayeur qui soient dans une situation où ça paraît logique et qu'il n'y a pas une aberration du style des animaux qui donnent beaucoup de lait, mais derrière un matériel qui ne permet pas d'évacuer ce lait produit. Merci. On a une autre question. Lors du premier rinçage du pipeline de la ligne à lait après la traite, est-il préférable de faire recirculer l'eau souillée de lait selon la minuterie ou de jeter l'eau immédiatement après son premier passage? Alors, vous l'avez vu sur ce schéma-là, il y a différentes phases et chacune des phases a ses caractéristiques. Le pré-lavage, donc le premier rinçage, il se fait à l'eau froide ou à l'eau tiède. L'avantage de l'eau tiède, c'est qu'on ne refroidit pas la canalisation qu'on va derrière nettoyer à l'eau chaude. Ça évite de perdre la température. Mais vous avez aussi vu normalement que sur ce pré-rinçage ou ce pré-lavage, suivant comment on l'appelle, on doit normalement fonctionner en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un effet chasse d'eau. On va évacuer le lait en faisant circuler de l'eau dans la même canalisation et on ne doit pas normalement faire recirculer cette eau souillée. Et c'est pour ça que ce qui est important dans ce schéma-là aussi, c'est les purges intermédiaires. Il faut absolument que cette eau chargée en lait soit évacuée avant qu'on mette en circulation la solution avec le produit alcalin ou le produit acide, au risque sinon qu'on ait des défauts d'efficacité de la chimie qu'on va mettre en œuvre. Et ça, c'est valable aussi pour le rinçage final. Il faut avoir évacué toute la solution de lavage qui, elle, peut tourner en circuit fermé pour éviter de trop consommer et en eau chaude et en produits chimiques. Et donc, pour que ça rince efficacement, il faut qu'il y ait le moins de produits en résiduel. Et à la fin de tout ça, il faut purger et sécher. Alors, sécher, soyons raisonnables, hein, c'est évacuer un maximum d'eau, parce qu'on n'arrive pas à sécher la totalité du matériel de traite, mais évacuer un maximum d'eau pour éviter que ça vienne perturber la traite suivante. Donc, c'est une alternance de circuit ouvert, circuit fermé et circuit ouvert sur la fin de cycle, parce que ça, c'est pareil. En tout cas, nous, au niveau français, c'est la seule chose qui est réglementée, c'est que le nettoyage du matériel de traite, comme étant un matériel recueillant un liquide alimentaire ou une denrée alimentaire, doit se faire à l'eau claire et en circuit ouvert. Chez nous, c'est réglementaire. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer la présentation. D'accord. Donc, on va passer là maintenant à la maîtrise des pratiques de traite. Alors, c'est une partie sur laquelle je vais montrer que quelques exemples. Et des exemples, il y en avait une foultitude parce que, en tout cas, sur notre territoire, des pratiques de traite, il y en a diverses, depuis les meilleures jusqu'aux plus délicates à justifier. Alors, ce qui est compliqué, quelque part, c'est que toutes les pratiques n'ont pas forcément toujours le même effet d'un élevage à un autre. C'est-à-dire que des bonnes pratiques ne vont pas forcément toujours avoir l'effet positif escompté parce qu'il y a autre chose qui vient complexifier la chose. Et inversement, on a des mauvaises pratiques qui parfois passent inaperçues parce que soit les animaux s'y sont adaptés, soit le matériel compense. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais globalement, il faut se dire que on a vu l'animal, on a vu le matériel. Donc, c'est deux éléments qui impactent très fort sur le déroulement de la traite. Mais le trayeur, de par sa façon de manipuler le matériel, de manipuler aussi les animaux éventuellement pendant la circulation et autres, peut avoir un impact très, très important sur la qualité de la traite. Alors justement, je vais vous mettre à contribution pour vous demander quelles sont les interventions qui se justifient pendant la traite d'un animal. Est-ce que, globalement, j'ai le droit d'aller reposer un gobelet trayeur qui est tombé? Est-ce que c'est intéressant d'aller masser les mamelles pour une traite complète? Est-ce que je dois me poser la question de repositionner un faisceau trayeur déséquilibré? Est-ce que je peux ou je dois corriger une entrée d'air? Je vous laisse quelques secondes et on va revenir sur les réponses tout à l'heure. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs réponses possibles.
Alors, voilà les réponses qui s'approchent. Alors, ça a été un peu plus mitigé. Globalement, vous avez été les plus nombreux à répondre « corriger une entrée d'air ». Et derrière, on a repositionné un faisceau déséquilibré, reposer un gobelet trayeur tombé. Et c'est très bien, personne n'a répondu « masser les mamelles pour une traite complète ». Effectivement, il faut tout faire pour corriger des situations problématiques, notamment un faisceau qui est tombé au sol, ça peut être un problème. Il peut se souiller, effectivement, mais ça peut aussi être des entrées d'air si on n'a pas les dispositifs qui permettent de compenser cette chute de faisceau. Repositionner un faisceau trayeur déséquilibré, parce qu'un faisceau déséquilibré, c'est aussi une traite qui va être plus compliquée, voire même qui va conduire à des incidents. Et corriger une entrée d'air, c'est pratiquement la priorité absolue. C'est que pendant la traite, on doit ouvrir tous ses sens, et notamment son oreille. Et si on entend des sifflements inhabituels, il faut aller corriger ça, parce que potentiellement, ça va poser problème à l'animal sur lequel ça se passe, mais ça peut aussi poser problème pour toutes ses voisines, parce que c'est une entrée d'air que le régulateur va devoir absorber. Et parfois, si cette entrée d'air est trop conséquente, il va être mis en défaut, et le vide va être beaucoup plus instable pour ses collatérales. Alors par contre, interdiction absolue de masser les mamelles pour une traite complète. On l'a dit, la traite de qualité, c'est une traite complète. Oui, certes, mais pas à n'importe quelle condition. Vous allez voir pourquoi juste après. En fait, on a fait des suivis de traite avec un outil particulier qui s'appelle le Vadia, qui est ce petit boîtier gris et bleu, qui a cette particularité d'avoir 4 voies sur lesquelles on peut enregistrer des variations de vide. Et on les positionne en fait sur les faisceaux trayeurs en perçant dans les caoutchouteries. Et du coup, on met une petite canule en métal à un endroit bien particulier, et avec un tuyau, on connecte cette canule au boîtier Vadia, et ça nous permet de suivre les variations de vide sur 4 points. Donc classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une information au niveau de la pulsation, puisque je vous l'ai évoqué tout à l'heure, cette pulsation, c'est quelque chose de régulier, mais qui va aussi avoir un impact sur le vide. C'est notamment ce qui fait que sur cette courbe en vert, là, qui est le vide sous rayon, vous voyez ces variations de vide, elles sont normales, c'est lié à la pulsation. Donc ça, c'est l'information de base qu'on finit par enlever, parce que là, si je vous l'avais laissé sur le graphique, vous ne verriez que du noir, hein, avec la fréquence de pulsation, notamment en brebis, à 180 pulsations minute, l'écran serait noir. On prend aussi une autre information importante qui est le vide sous le trayon. Donc, vu qu'on n'arrive pas à se mettre dans le gobelet, on se met juste à la sortie, au niveau du tuyau court à lait. C'est cette courbe-là qui est en vert. Et on prend aussi l'information auprès des 2 chambres d'embouchure. Donc, c'est la partie haute du manchon, et ça nous donne une information très intéressante sur l'étanchéité et l'adaptation du manchon trayeur sur le trayon. Et donc, c'est les 2 courbes que vous avez là, en bleu et en rouge. Et donc, on a la variation du vide depuis la pause jusqu'à la fin de la traite pour les 4 voies, sachant qu'on en valide, on n'en travaille que 3. Alors, ce qu'on voit sur cette traite classique, sans incident notable, c'est que le vide, il augmente à la pause, ce qui est normal, hein, vous faites l'étanchéité, la traite se met en route, et puis le vide, il va avoir tendance à diminuer progressivement parce que le lait est en train d'arriver, et ce lait circulant génère une perte de charge qui va faire que le vide va diminuer. Et c'est tout à fait normal. Inversement, si on a un vide sous trayon qui ne diminue pas et qui ne fluctue pas, c'est d'une qu'il n'y a pas de lait. Donc ça, ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui se déroule de façon anormale. Et c'est qu'il n'y a pas de pulsation. Et donc, ce n'est pas des traites de qualité. Et puis, on voit que le vide se stabilise dans une certaine enveloppe pendant le débit maximum, avant de remonter en fin de traite, avec un signal qu'on repère là, comme le nez au milieu de la figure, sur les embouchures, qui sont des remontées flagrantes du vide sous trayon au niveau des embouchures, et qui est en fait le signal de surtraite. Donc là, si on prend cette cinétique-là, on a une traite qui dure, on va dire une traite efficace qui dure un tout petit peu plus qu'1 minute 3/4. Et après, vous avez 3/4 de minute de surtraite. Mais ça, c'est assez courant, hein. Je vais vous montrer quelques autres chiffres par la suite. Malheureusement, c'est assez courant. Mais là, on est encore sur une traite qui est relativement classique, considérée comme plutôt normale. Et parfois, les pratiques du trayeur peuvent complexifier cette traite
Et ce qui est justement assez génial avec ce capteur-là, c'est qu'on arrive à objectiver les choses et notamment objectiver la façon dont l'éleveur impacte sur la qualité de la traite. Et si on passe à la diapo suivante, on valorise ces données, on a la possibilité de travailler plusieurs choses, mais on peut déjà travailler sur les durées des différentes phases. Et donc, on s'aperçoit que sur 2 rayons de production sur lesquels on a travaillé, le rayon de Roquefort, qui est plutôt sur le centre de la France, et les Pyrénées-Atlantiques, qui sont au sud-ouest, pardon, on voit que l'intervalle entre la pose des gobelets et l'arrivée du lait à son débit maximum est assez identique, aux alentours d'une vingtaine de secondes. Après, on a une durée de traite qui n'est pas très, très différente, un tout petit peu plus longue sur le rayon de Roquefort parce qu'on a plus de lait à sortir. Mais ce qu'on voit aussi et surtout, c'est que sur les 2 secteurs, on a cette phase rouge qui représente une part du temps assez conséquente, quasiment un tiers sur le rayon de Roquefort et pas loin de la moitié dans les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est des phases de surtraite, dans le sens où on en est arrivé à ce moment où les vides augmentent au niveau des embouchures, où le vide augmente aussi sous trayon et où la traite commence à devenir agressive. Parce que le vide de traite est réglé pour ce moment où on est en phase d'écoulement du lait. Et au moment où la traite s'arrête, où il n'y a plus d'écoulement de lait, le vide augmente, il devient un peu plus agressif qu'il n'était jusque-là. Donc, globalement, on voit qu'il y a quand même un gros effort à faire sur cette fin de traite, quel que soit le secteur. Et le constat, là, il a été fait en brebis, mais on ferait quasiment le même constat en caprin. On a des surtraites bien trop systématiques. Et ce qu'on voit aussi et surtout, c'est que l'intervention du trayeur ou de la trayeuse peut avoir un effet très néfaste sur le déroulement de la traite, avec des perturbations énormes au niveau du vide aux embouchures, puisqu'on génère des entrées d'air et qui peuvent répercuter jusque sur des variations de vide sous trayon. Et là, on est quand même dans des situations très, très compliquées. Alors, c'est dans des situations, dans certains secteurs, où on a des trayeurs et des trayeuses qui prennent en main complètement les demi-mamelles pour les vidanger complètement en faisant quasiment une traite à la main dans le gobelet trayeur. Et donc, avec des entrées d'air qui génèrent des incidents énormes, avec des entrées d'air, des variations de vide, ce qu'on appelle des gradients de pression inverse, c'est-à-dire des situations où parfois le vide est plus élevé en haut du manchon que vers le lactoduc. Donc, le lait, comme tous les fluides, est un peu feignant. Il va aller vers là où le vide est le plus important, donc il va avoir tendance à remonter. Et c'est ce qui fait que là, dans cette situation-là, sur cette courbe-là, on voit que l'animal est sans surtraite, puisque ici, sur les embouchures rouges et bleues, le vide est remonté, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de lait. Malgré tout, le trayeur a l'impression qu'il reste quelque chose, de par la conformation de la mamelle, donc va tout faire pour essayer de récupérer ce dé à coudre de lait qui reste dans la mamelle, ce lait résiduel dont on parlait tout à l'heure, et il va mettre en péril la qualité de la traite pour si peu. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais parce que chez nous, en tout cas, c'est la pire des pratiques qu'on a. Là où, à côté de ça, comme je vous disais tout à l'heure, on a peu d'interventions au début de traite, avec en plus des dispositifs de traite, avec des valves automatiques qui font que la pose est quand même largement assistée. La surveillance de traite, en général, il y a peu de choses à en dire, peut-être pas assez de surveillance par rapport à certains incidents. Mais c'est plutôt sur la fin de traite que ça se trame, et plutôt avec des mauvaises pratiques, malheureusement, qui sont celles-là. Autre pratique que je n'ai pas illustrée là, mais dont je peux parler, c'est la dépose, proprement dit, quand elle est faite manuellement. On ne dépose pas un faisceau trayeur sans avoir coupé le vide au niveau du faisceau. Donc, il doit normalement y avoir obligatoirement soit un dispositif de coupure de vide automatique. Dans une dépose automatique, il y a forcément ce dispositif-là. Soit, si on dépose à la main, on coupe le vide ou on fait diminuer le vide sous le trayon avant d'enlever le faisceau. Donc, soit on a une pince sur le tuyau long à lait, c'est le plus logique. Soit, au minimum, on pince le tuyau long à lait ou les tuyaux courts à lait pour pouvoir faire baisser le vide sous trayon. Et pour que le vide baisse, là aussi, il faut un orifice calibré qui soit débouché. C'est cet orifice calibré qui permet à ce que le vide diminue. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie pratique de traite avant que j'évoque la dernière partie, qui est les contrôles et les audits de traite au niveau français? Oui, on a des questions. Donc, si un animal avec des mamelles si on a un animal avec des mamelles débalancées, est-ce que c'est possible de débrancher un des 2 côtés en mettant un bouchon? Est-ce que ça a des impacts sur le niveau de vide ou sur autre chose?
Alors, des mamelles déséquilibrées, effectivement, il y en a. Et on en a beaucoup, nous, au niveau national, en caprin. Alors, il faut faire attention, comme je vous disais tout à l'heure, que ce n'est pas parce que la mamelle est déséquilibrée que la production est déséquilibrée. Par contre, ça va déséquilibrer le faisceau, ça c'est certain. Mais on peut avoir une mamelle beaucoup plus haute qui va donner plus de lait, même parfois qu'une mamelle complètement gonflée et complètement basse. On peut éventuellement avoir un des deux gobelets qui continue à traire alors que l'autre s'est arrêté ou qu'on l'a déposé, oui. Par contre, si on fait ça, il faut s'assurer qu'on ait un dispositif automatique qui coupe le vide au niveau du gobelet déposé, ou alors, si ce n'est pas le cas, qu'on ait eu la riche idée, effectivement, de mettre un obturateur de manchon trayeur pour éviter qu'on ait une entrée d'air à ce niveau-là. Par contre, et par pitié, évitez ce qu'on a déjà vu en élevage. Alors, heureusement, peu souvent, mais on l'a déjà vu quand même. Sur un élevage, en tout cas, on a même la photo, j'aurais pu vous la partager là. On avait une chèvre qui avait fini de se traire sur une des deux demi-mamelles et l'éleveur n'avait rien trouvé de mieux que de prendre le gobelet et d'aller le mettre sur sa voisine. Ça, il faut absolument éviter. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur le même faisceau trayeur, on va avoir la traite de deux animaux. Potentiellement, s'il y en a un qui est contaminé, il va contaminer l'autre. Mais oui, sur des mamelles déséquilibrées, en tout cas en termes de débit, en termes de durée de traite, on peut éventuellement accepter d'avoir des gobelets qui fonctionnent de façon non synchronisée. Merci, je vous laisse poursuivre. Très bien. Donc, dernière partie, c'est un petit éclairage sur les contrôles machines à traire et les audits de traite qu'on a au niveau français. Donc, en fait, on a la chance, parce que je considère que c'est vraiment une chance d'avoir une association au niveau national qui s'appelle le COFIT. C'est le Comité français interprofessionnel pour les techniques de production du lait, qui chapeaute globalement ce qui se passe au niveau de la traite au niveau national. Alors, le COFIT, c'est quoi ? C'est une association, loi 1901, c'est-à-dire une association de gens ou d'entités volontaires pour travailler ensemble. Par contre, ce n'est pas une interprofession comme le CNIEL ou l'ANICAP ou le CNBL chez nous. Il n'y a pas de compte à rendre directement auprès des pouvoirs publics. Donc, c'est une action collective, privée, basée sur le volontariat. Chaque membre est là pour faire progresser la traite. C'est pour ça que le leitmotiv, c'est celui qui a repris, c'est obtenir ensemble le meilleur de la traite. Et donc, on a la possibilité d'avoir des échanges paritaires. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a autant de personnes représentant les utilisateurs que représentant les fabricants de matériel de traite. Et donc, ça nous permet de faire avancer tout un tas de dossiers autour de la traite. Et ça nous permet aussi d'instaurer des règles et des modalités d'application des contrôles machines à traire, ce qu'on appelle les CMAT chez nous. Donc, globalement, on a des aspects stratégiques et politiques d'un côté, des aspects techniques et réalisation de l'autre. Donc, sur le stratégique et politique, c'est le COFIT qui, au niveau national, donne des orientations qui sont répercutées au niveau des régions par ce qu'on appelle les comités ou les commissions paritaires territoriales et qui répercutent ça auprès des entreprises qui font du contrôle machine à traire, qu'on appelle les opérateurs agréés. Et donc, en face de ça, on a donc un maître d'œuvre national qui est l'Institut de l'élevage qui va mettre en musique les directives du COFIT pour orienter les travaux des maîtres d'œuvre territoriaux qui sont sur les régions, qui eux-mêmes vont chapeauter l'activité des agents qualifiés qui déploient les contrôles machines à traire. Donc, on a vraiment une communication entre ces différents niveaux, du national au local et du local au national, pour un dispositif qui donne satisfaction à tout le monde. Et ce dispositif de contrôle machine à traire, il s'appuie sur plusieurs éléments que vous utilisez vous aussi forcément. Ce sont les normes ISO qui régissent la traite autour du vocabulaire, autour des obligations en termes de contrôle des performances, que ce soit sur les installations classiques ou les installations robotisées. Mais c'est aussi les recommandations de la Fédération internationale du lait, de l'ICAR, qui est l'association qui chapeaute le contrôle de performance, les recommandations du COFIT, dont on va parler à l'instant, puisque c'est des référentiels qu'on appelle les réfères en abrégé chez nous, avec un numéro qui correspond au contrôle en conséquence. Et puis, c'est aussi les recommandations des fabricants de matériel, parce que certains matériels de conception spécifiques sont en dehors de la norme, et c'est bien le fabricant du matériel ou du produit qui va dire « mon matériel ou mon produit fonctionne de telle et telle façon ». Et donc, à partir de ces différents documents, on a décliné au niveau du COFIT 4 contrôles. L'opti-traite, qui est le contrôle régulier des installations de traite, normalement tous les ans ou même parfois 2 fois par an.
c'est le CertiTraite, qui est le contrôle de conformité du montage et du fonctionnement des nouvelles installations. Quand on a une grosse modification sur l'installation de traite, on s'assure que ça a été monté correctement, que ça fonctionne correctement. Et justement, ce CertiTraite, il comprend l'OptiTraite dont on a parlé tout à l'heure, plus le contrôle du nettoyage. Et c'est bien un contrôle de nettoyage en place, ce n'est pas une simulation de nettoyage comme ça peut être fait par ailleurs, on est bien sur un nettoyage en place. Et si c'est possible, parce que ce n'est pas faisable sur tous les matériels, ça comprend aussi le dépose-traite, qui est le contrôle des systèmes de dépose automatiques. Et ces 4 contrôles sont saisis et suivis par Logimat, qui est un outil informatique qui nous permet de centraliser toutes les données. Et donc, justement, quand on regarde ce logiciel, ça nous permet de caractériser les installations de traite et ça nous permet aussi de repérer là où ça va bien, mais là aussi où ça va moins bien, les points de vigilance qu'on a au niveau des matériels. Et là, je vous ai mis des visuels de ce qu'il en est ressorti en 2019 sur les chèvres et sur les brebis. Alors, globalement, sur les contrôles réguliers, ce qui pose souvent problème, c'est les faisceaux trayeurs, malheureusement, parce que c'est l'organe qui est le plus proche du trayon. C'est pas mal des soucis au niveau des orifices calibrés, des manchons trayeurs qui ne sont pas forcément changés en temps et en heure. Et c'est aussi parfois des problèmes de régulation. Après, sur le reste, c'est au niveau du nettoyage, des nettoyages qui ne sont pas vraiment efficaces, avec des examens visuels qui ne sont pas bons. Et c'est parfois des problèmes de concentration en produits de nettoyage désinfection. Et sur le contrôle de la dépose, c'est plutôt des problèmes d'homogénéité de fonctionnement des différents postes, là où on cherche justement, quel que soit le poste sur lequel passe l'animal, il soit trait exactement de la même façon. Et au niveau des brebis, on a aussi là des problèmes au niveau des faisceaux trayeurs. Là aussi, des orifices calibrés qui ne sont pas de la bonne dimension. Sur le nettoyage, on a plus de problèmes de température, tout simplement parce que le lait de brebis est plus gras. Et donc, du coup, là où on demande une température de fin de cycle à 40 degrés en bovin et en caprin, en ovin, on remonte à une température de 50 degrés. Et là, c'est un peu plus difficile à tenir. Donc, il faut des chauffe-eau adaptés, et il faut aussi des pratiques adaptées. Et donc, ça, c'est les contrôles officiels. À côté de ça, il y a aussi des audits de traite avec le VADIA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'on appelle les observations, les assistances à la traite. C'est un conseiller traite expérimenté qui vient observer, qui se met dans un coin de la fosse, qui n'intervient pas du tout, si ce n'est par contre relever tout un tas de choses par rapport au temps des différentes phases, par rapport au comportement des uns et des autres. On le fait d'ailleurs de plus en plus aussi avec de la vidéo pour pouvoir analyser ça tranquillement par la suite et avoir des éléments objectifs. Donc, il existe toujours des possibilités pour contrôler soit le matériel avec les dispositifs là, présentés par le COFIT, soit avoir un regard sur les animaux et sur les trayeurs avec ces observations, ces assistances à la traite dont je vous parlais à l'instant. Donc, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui commence à dériver, que la traite se passe mal, il faudrait avoir ce réflexe-là, au moins commencer par les contrôles officiels et, si possible, derrière, continuer avec des contrôles complémentaires pour voir ce qui se passe. Donc voilà, j'en ai fini avec les diapos que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas visuel, moi, sur ce qui s'est tramé au niveau des questions et réponses, mais a priori, il y en a peut-être encore. Excusez-moi. On va passer à la période de questions, en fait, ce qui en reste. Ceux qui ont encore des questions, il est toujours temps d'en mettre dans la section Q&R. Donc, quel est le pourcentage des producteurs qui participent aux différents services comme CertiTraite, OptiTraite, NetTraite, en ovin et en caprin? Quel est le coût de ces services pour les éleveurs? Alors, sur ces 4 contrôles-là, on est sur des opérateurs qualifiés, des opérateurs agréés et des agents qualifiés. Les opérateurs, c'est les concessions la plupart du temps, et les agents, c'est des gens qui ont été formés, qui sont équipés, qui sont suivis régulièrement. Et donc, ils ont toute liberté et on n'a aucune possibilité d'encadrer les tarifs. C'est une réglementation française qui veut ça. On doit laisser jouer la libre concurrence et on ne peut pas intervenir. Donc, je ne peux pas répondre à la question du prix. Globalement, ce que j'en sais, parce qu'on a quand même des retours terrain, c'est que c'est relativement homogène, donc il y a peu
Il n'y a plus de différence d'une entreprise à une autre. Ce qui va faire la différence, c'est plutôt ce qu'on va faire après le contrôle et ce qu'on va changer les matériels ou pas. Le contrôle au petit traite, pour beaucoup de choses, il est quasi obligatoire. C'est-à-dire que pour que les éleveurs français puissent toucher des aides, pour qu'ils puissent participer à des cahiers des charges de production, etc., ils doivent faire régulièrement le contrôle au petit traite. Il est fortement conseillé à ce qu'ils fassent le contrôle certi-traite à la mise en route d'un nouveau matériel. Après, il y a des règles locales en fonction des organes qui ont été changés, en fonction du montant d'investissement. Et là, pour le coup, c'est très régionalisé. Et après, pour le net traite et pour le dépôt traite, c'est au cas par cas, sachant que c'est fait systématiquement, comme j'ai dit, au moment du certi-traite. Par contre, ça peut être fait aussi au moment de problèmes de qualité de lait ou de choses de ce type-là. Alors, du coup, on n'a pas de réelle possibilité de savoir quel est le taux de pénétration de ces différents contrôles. Ce qu'on en entrevoit en croisant certaines données, c'est qu'au niveau de l'opti-traite, on est à un taux de pénétration assez important. On est quasiment à 100% des exploitations contrôlées sur un pas de temps de 3 à 4 ans. Par contre, là où on souhaiterait que ça soit contrôlé annuellement, ça ne l'est pas. Et on a un délai entre deux contrôles qui est en train de dériver parce que les éleveurs sont moins disponibles, parce qu'on a eu aussi là, des périodes plus compliquées avec le Covid, etc. Pour le certi-traite, c'est quelque chose qui se déploie de plus en plus en petits ruminants, là où c'est un peu plus récent. Et le net traite, là aussi, est de plus en plus fréquent, et notamment en brebis et dans le secteur du rayon de Roquefort, parce que c'est une demande assez forte de l'interprofession Roquefort d'avoir ces contrôles régulièrement. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Vous avez aussi quelques chiffres là, dans les diapos sur le nombre de contrôles effectués et le nombre d'agents en capacité à effectuer ces contrôles. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment que tout éleveur puisse avoir accès à ces 4 contrôles sans que ce soit trop contraignant pour lui. Merci. Il y avait une question plus en lien avec le début de votre présentation par rapport Oui. au lait résiduel. On demande c'est quoi les risques ou résultats de lait, de laisser moins de 10 ou 5% de lait. Alors, ce lait résiduel, comme je le disais tout à l'heure, c'est le lait qui est resté très haut dans la mamelle au niveau des acinis qui produisent le lait. Et globalement, le risque d'en laisser trop, il est assez infime en petit ruminant de par la capacité citernale, parce que ce lait, il ne va pas rester ad vitam aeternam là-haut, il va descendre dans les citernes et on voit que même sur une mamelle de brebis, il y a quand même de la place. Par contre, inversement, à aller chercher ce lait résiduel, on va être obligé d'engager des moyens qui sont agressifs. Donc, c'est soit monter les niveaux de vide, soit augmenter la durée de traite, ou alors faire ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'image, à savoir un éleveur ou une éleveuse qui massait la mamelle pour pouvoir aller récupérer ce lait qui continue à descendre et qui, si on n'arrête pas, finira toujours par continuer à descendre sans forcément que ce soit efficace. Donc, il y a beaucoup moins de risques à en laisser un petit peu qu'à vouloir récupérer la totalité. En plus de temps. Merci. Quelle est la différence du réglage du vide en ligne haute et en ligne basse? Puis aussi, quelle est la moyenne de cellules somatiques en France? Alors, normalement, on a des vides plus élevés en ligne haute. Alors, je dis normalement, parce qu'en fait, au niveau des petits ruminants, le constat laisse entrevoir à ce que les vides ne soient pas si différents entre les deux configurations. On a à peine 0,5 kPa de différence entre ligne basse et ligne haute, là où en bovin, on a des différences beaucoup plus importantes, de l'ordre de 4-5 kPa minimum entre les deux circuits. Alors après, il faut dire qu'on n'est pas sur les mêmes faisceaux trayeurs, ils sont beaucoup plus légers, on est sur des manchons silicone en brebis, on est aussi sur des débits qui sont moindres. Donc, globalement, on a moins de soucis à faire remonter le lait dans les tuyaux, puis après dans la canalisation. Par contre, on a aussi des travaux qui ont montré que le risque cellule est quand même plus important, en tout cas en caprin, en ligne haute qu'en ligne basse. De mémoire, c'est plus quelques dizaines de milliers
de cellules en plus, donc pas rien quand même. Alors, il y a quand même dans cette diversité ou dans cette moyenne des installations en ligne haute où ça se passe très bien, mais on voit qu'il y a quand même en général plus de cellules sur les installations en ligne haute. Et les niveaux moyens de cellules en caprin et en brebis, alors je ne suis pas un fin spécialiste, mais je peux vous dire qu'en caprin, ça se compte en centaines de milliers de cellules. Ce n'est pas rare d'avoir des chèvres à plus d'1 million de cellules. Et en brebis, par contre, je connais un petit peu moins bien, mais je sais que c'est aussi en quelques dizaines de milliers. Donc, on est sur des niveaux cellulaires qui, de toute façon, à la base, sont plus élevés qu'en bovin. Donc, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas considérer la traite des petits ruminants comme la traite des bovins, plus ou moins tant de pourcents. Une autre question, est-ce que vous utilisez les thermographes? Alors, les thermographes, c'est les caméras thermiques, par exemple? En fait, le thermographe, c'est la machine qui va mesurer, qui va donner des alarmes ou pas sur la température du lait, si le lavage s'est bien fait, etc. Alors, donc je fais bien de reposer la question parce que pour moi, c'était plutôt les caméras thermiques que mon collègue, notamment Pierre Guimarnet, utilise, qui permettent de voir si la traite a été plus ou moins agressive. Le principe, c'est que ça va engendrer, l'agressivité de la traite va engendrer un changement de température et on peut le repérer avec ces caméras thermiques. Alors après, c'est quasiment un outil de frappe chirurgicale parce que c'est très, très pointu. Par contre, par rapport au suivi de la température du lait ou le suivi de la température de la solution de lavage, c'est des choses qui existent relativement peu, malgré tout. C'est vrai que ça peut être une alarme, notamment par rapport au changement de température du lait. Ça peut être un signal d'altération de la santé de la mamelle. Sur les températures des solutions de lavage, ça existe sur certains automates de lavage. Ça permet de voir si l'eau est à température correcte pour un nettoyage correct, mais c'est relativement peu utilisé. Par contre, en termes de contrôle du nettoyage, c'est quelque chose qu'on fait classiquement, c'est-à-dire suivre l'évolution de la température pendant tout le lavage. Parfait. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent dans les prochaines secondes. Je dirais que c'est ce qui complète la conférence de M. Poulet. Donc, on vous remercie énormément pour votre générosité. Avec plaisir. Je vais partager mon écran. Je vais arrêter le partage du mien, sinon je pense que ça va poser problème. Alors, je voulais remercier M. Poulet énormément pour sa conférence qui était super intéressante. Puis, je veux aussi remercier tous les gens qui se sont inscrits et qui ont participé à la présentation en très, très grand nombre. Il y avait plus d'une 50aine de personnes là, qui ont assisté aujourd'hui à la présentation. Je veux aussi remercier nos partenaires, le Réseau AgriConseil, le MAPAC et le CEPOC, ainsi que notre super comité organisateur de l'événement. On espère que vous avez apprécié le webinaire.